Bon, on est prêt avec quelques minutes de retard. Alors, bienvenue tout le monde à cette séance publique numéro 1 de l'année 2025. Hein, on avait hâte d'arriver à nos séances de commission. Donc, on est le 13 février. On est à l'Hôtel de Ville. Donc, je suis Christelle Lefebvre, présidente de la Commission de développement économique. Et je suis avec les membres de la commission, donc Annie Godbout, vice-présidente de la commission, présidente de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-de-Ville. J'ai failli oublier un petit bout. Aussi, Fernanda Luz, donc, qui est conseillère du district du Carrefour et aussi présidente du comité exécutif. Et on a M. Paul Jung, qui a oublié de s'habiller en vert, et qui est donc représentant du district, voyons, de l'université. Ça va pas bien. On a aussi avec nous Philippe Cadieux, qui est donc le directeur du service de développement économique et donc qui nous accompagne dans le bon fonctionnement de cette commission. On a aussi Audrey Martel, donc, qui nous accompagne au niveau de tout ce qui est logistique, PV, etc. Donc aujourd'hui, on a un sujet principal, hein, c'est la politique de développement industriel et technologique. Et donc, pour ce dossier-là, on a avec nous Nathalie Prince, donc, qui est au service de développement économique, pas mal en charge de tout ce qui est industriel. Donc, merci d'être là et bravo d'avance pour le travail. Et on a Julie Salvaille, donc, qui représente donc, le groupe de consultants à qui on a fait appel pour nous accompagner dans la rédaction de cette politique-là. Et je pense qu'on avait Madame Gagnon, mais je la vois. Ah oui, OK, elle est là. Je la vois pas sur mon écran, mais elle est là. OK. Caroline Gagnon, donc, qui fait partie aussi du groupe LPG, LGP, IGP. SGP, bonjour, je suis bien là. En Bienvenue. soutien à Julie. Merci. Oui, puis je pense que vous êtes à Québec. Oui, exact. Alors ici, on Hein, voit pas donc, l'autre côté de la rue. oui, oui, puis effectivement, là, les routes sont vraiment pas très belles aujourd'hui, donc on préfère vous avoir là en sécurité que Oui, j'ai d'avoir à été ici. prudente. Parfait. Merci de On la a d'autres compréhension. élus. Pas de problème, au contraire. On a aussi d'autres élus qui sont présents, qui sont connectés. On a Joanie Belrose, donc, qui est aussi présidente de la Commission de l'environnement. Donc, évidemment, il y a quand même beaucoup de liens avec l'environnement. D'ailleurs, il y avait une commission ce matin, on a parlé du plan climat. Et donc, on voit beaucoup de parallèles avec la politique. Madame Godbout acquiesce parce qu'elle était là. On a fait ces réflexions-là toutes les deux. On a aussi Madame Berthold qui est à distance avec nous, qui ne nous fait pas bénéficier de... Ah voilà. Bonjour Daniel, merci d'être là. Et on a aussi Jean-François Morissette qui est j'ai eu peur de mal le dire, directeur, il rit d'avance évidemment, en tout cas du service, Ouais, accélérateur en fait, de service du raffination. développement stratégique du territoire. Merci, Madame Voilà, Lefebvre. Je développement vais stratégique. venir à votre rescousse là-dessus. Voilà, ben, merci beaucoup d'être là parce qu'effectivement, l'aménagement du territoire est aussi au cœur de toutes ces questions-là de développement industriel et technologique. Et justement, il va falloir qu'on travaille de très proche ensemble pour mettre en œuvre cette politique-là. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup d'être là, Jean-François. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? C'est bon? Donc, on va y aller avec... oui, j'ai signalé Joanne. Donc, on va y aller avec l'ordre du jour. D'abord, ben, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Donc, on a, comme j'ai dit, ce point-là, puis on aura un point en huis clos aussi sur l'état de la situation du développement économique, rapport annuel. Donc, on fera ça par la suite entre nous. Donc, est-ce que ça vous va pour l'ordre du jour? Parfait. Donc, procès-verbal, lecture et adoption du procès-verbal numéro 6 du 21 novembre 2024. Et quand même, hein, c'est 21 novembre, 13 février, c'est beaucoup de temps, hein, où on ne s'est pas vu. Ben, on s'est vu sans se voir. Est-ce que ça convenait à tout le monde?
Oui, parfait. Donc, on est rendu à notre dossier. Alors, ben, on est très content aujourd'hui. On est en fait pratiquement à la version finale parce que je pense qu'il y a encore des petits changements esthétiques ou de petites formulations là, qui sont à faire, mais le contenu est vraiment tout là aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de changements fondamentaux euh, d'ici à ce que ce soit entériné par le conseil municipal. Donc, ben, c'est ça, on a quand même travaillé fort. Il y a quand même eu beaucoup de consultations, beaucoup d'étapes dans tout ce processus-là. Puis moi, je trouve qu'on propose une politique qui est ambitieuse, mais qui est vraiment intéressante. Donc voilà, parce qu'effectivement, on ne peut plus faire comme on faisait avant. On a des enjeux qui sont devenus vraiment impérieux par rapport à un développement qui pouvait se faire avant. Évidemment, on peut parler de changement climatique, de pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, ben, il y a aussi l'adoption des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire qui vient nous contraindre aussi à ce niveau-là. Donc, c'est toutes des situations qui nous forcent à penser les choses autrement. Et comme il nous manque aussi beaucoup de terrain, ben, il faut qu'on soit beaucoup plus stratégique. Donc, donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Philippe. Ben, essentiellement, c'est ce que vous venez de mentionner, Madame Lefebvre. Donc, on est venu vous présenter la version préliminaire le 21 novembre dernier lors de la dernière séance de la Commission de développement économique. Suite à ça, il y a eu des changements qui ont été faits. Donc, on va vous présenter la nature des changements qui ont été faits en fonction de vos commentaires. On a rencontré également des gens du milieu. Donc, on a fait une tournée de promoteurs, de gens du milieu pour aller leur présenter essentiellement les grandes lignes, les alignements qu'on était en train de prendre. On a reçu des commentaires. On va vous présenter la nature des échanges qu'on a pu avoir avec ces personnes-là. C'est une politique, que vous l'avez dit, qui est très ambitieuse, qui est différente de ce qui était proposé auparavant. Évidemment, le monde a évolué grandement. Nous, on appelle ça du greenfield. Évidemment, on en a de moins en moins. On doit travailler ce qu'on appelle dans notre jargon du brownfield. Excusez-moi les termes en bon français. Donc, de la revitalisation, de la requalification. Les villes ne sont pas équipées pour faire ça aujourd'hui. C'est un enjeu majeur. On le voit dans la revitalisation de nos quartiers. On le voit dans un projet comme la zone d'innovation. Puis on le voit plus largement sur le territoire à l'égard des outils qu'on tente de mettre à notre disposition. Les outils qui sont proposés sont au goût du jour. Je pense que c'est des outils qui vont faire des jaloux si on est capable de les mettre en place. Évidemment, sans moyens tangibles, ça risque d'être extrêmement difficile de mettre en œuvre cette politique-là. Donc, c'est les défis qu'on va traverser. Puis, merci pour la note. Effectivement, la version que vous avez dans le contenu va rester identique, exactement la même. On est en train d'améliorer le contenant pour faciliter sa lecture et plus au niveau là, de la façon qu'elle est présentée. Donc, on est en train de faire des petits ajustements, mais qui ne devraient pas être majeurs. Puis, s'il y a des petits ajustements, là, on va vous les signifier assurément. Donc, sans plus tarder, on a nos deux collègues, effectivement, de la firme LGP. Donc, Caroline qui est en virtuel et Julie qui est avec nous. Donc, je pense que je laissais la parole à Julie. Oui, puis juste parce qu'effectivement, on va principalement présenter un peu les changements, les modifications qui ont été faites, puisque ça a déjà été présenté à l'automne. Mais j'ai quand même demandé là qu'on remette un petit peu quand même le contexte, parce que la vision dans laquelle on s'enligne, c'est Sherbrooke vers l'économie régénératrice. Alors, ça peut sembler un peu ésotérique ou bizarre pour les gens. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de rappeler c'est quoi. Voilà. Donc, allez-y. Alors, En fait, c'est qui s'occupe de l'affichage? C'est Julie? c'est moi qui me Est-ce suis que permis de partager. en version plus plein écran? Attendez. Oui, c'est ça. Ce sera plus facile pour ceux qui nous visionnent à distance. Voilà. Voilà, parfait, merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux élus, aux membres de la commission. Je voulais aussi souligner qu'il y a Monsieur Louis Grenier qui vous salue. Malheureusement, il avait une obligation à laquelle il ne pouvait pas s'échapper. Alors, il était bien triste. C'est ici qu'il souhaitait être. Alors, le message est passé.
Alors, à la demande de la présidente de la commission, je vais faire un petit pas en arrière et je vais revenir faire un résumé de la démarche de la politique afin que tout le monde puisse être un peu à l'affût de ce qu'on va annoncer comme changement. Mais comme on a dit tantôt, c'est des changements, des bonifications, des ajouts, mais essentiellement, dans l'essence, on demeure au même endroit. Alors, je vais revenir avec le fait de pourquoi on voulait faire une politique de développement industriel et technologique à Sherbrooke. On était devant des faits. La pénurie de main-d'œuvre, les infrastructures d'accueil, le foncier, l'énergie. On était vraiment devant un portrait qui démontrait que ça devenait de plus en plus rare et que ça l'inquiétait beaucoup, les gens d'affaires. La responsabilité environnementale, la lutte contre les changements climatiques, la résilience du territoire et le contexte économique. D'abord, le contexte industriel et technologique devra maintenant compter sur la productivité, la technologie et l'innovation pour alimenter sa croissance. Les façons de le faire devront tenir compte de la valeur ajoutée, de la responsabilité des producteurs et de la sécurité des approvisionnements. Alors ça c'était nos prémices de base. Et dans l'intervalle de la politique, ça a été notre ligne directrice. C'est ce qu'on a entendu dans les consultations, mais je voudrais quand même soulever que le mot croissance s'est substitué doucement vers de la prospérité qui amène et qui nous dit que dans les mêmes valeurs, qui nous amène dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire la valeur ajoutée, la responsabilité et la sécurité des approvisionnements, ce n'est pas différent. Alors, la vision, la ville de Sherbrooke affirme sa responsabilité environnementale, notamment dans la lutte contre les changements climatiques. C'était déjà très campé dans les valeurs de la ville. La ville recherche la prospérité économique, l'équilibre économique et l'environnement environnemental et fiscal. Et la ville de Sherbrooke est un territoire porté sur l'innovation et le savoir. C'est son ADN. Alors, on s'est assuré de ne pas s'éloigner de cette identité. C'est pour ça que la politique est orientée vers l'économie régénérative, dont je vais vous résumer les actions à y accoler. Je peux peut-être retourner. L'économie régénérative, c'est pas si ésotérique comme on utilise. C'est qu'en fait, on vient essayer de modifier nos mauvaises habitudes, de corriger le passé, puis faire attention à ce qu'on fera dans le futur. Ça tient compte des piliers que toutes les villes ou tous les milieux, et même nous comme individus, c'est des éléments auxquels on tient à cœur. L'aménagement durable, l'énergie, l'écomobilité, l'économie circulaire, la densification des fonctions. Ça, c'est peut-être moins répandu dans notre langage de tous les jours, mais ça demeure des fois quand on résume la pensée des gens, c'est ce que ça veut dire. Et une gouvernance, la gouvernance et la cohésion sociale. C'est là-dessus qu'on s'appuie. L'économie régénérative incarne une approche novatrice qui se déclinera progressivement à travers la conception physique des lieux, la construction des bâtiments, l'animation du milieu, la protection de l'environnement et l'opérationnalisation des activités industrielles et technologiques. On dit toujours la même chose et je pense que c'est la volonté du milieu. Nous, on a construit un modèle économique régénératif qui se décline avec des axes. Alors, l'économie régénérative, nous croyons et nous vous proposons de travailler sur deux volets, c'est-à-dire un volet qui est contemporain. Il faut faire avec ce qu'on a. Et puis, il faut, sinon, si on ne peut pas vraiment faire que du nouveau, il faut aussi aller réviser ce qu'on a fait dans le passé et aller mieux. Et dans l'avenir, il faudra penser à comment on fait les choses. C'est-à-dire, au niveau contemporain, comme j'ai dit précédemment, on peut essayer de corriger des choses, déminéraliser, rendre les sols perméables. Il y a plein d'actions qu'on peut faire qui ne changent pas la nature des entreprises et des fois des investissements, mais ça demeure quand même des actes qui vont nous aider à travailler, surtout avec la résilience en résilience climatique. L'amélioration, c'est sûr que nos procédés, on peut les améliorer. Si on parle de décarboner, si on parle d'améliorer nos bâtiments, les rendre plus éco-énergétiques, plus notre procédé plus durable. Et dans l'avenir, il faudra que la Ville, avec ses services et ses partenaires, travaille sur des critères pour être responsable dans le nouveau développement et l'implantation. Et aussi, on a une opportunité de travailler avec l'expansion des entreprises. Alors, les entreprises, quand elles voudront croître et prendre de l'expansion, on pourra aussi les guider, les accompagner pour que leurs procédés, encore une fois, ou leur installation soient plus responsables ou du moins actualisés.
C'est ce qui résume un peu les principes de l'économie régénérative. Je m'excuse, j'avance un peu plus vite, c'est parce que c'est un résumé et je suis partie d'une présentation qui était existante. C'est sûr que la politique, elle est sous un parapluie, qu'on appelle le parapluie de l'économie régénérative. Vous avez vu l'organigramme précédent qui donne les grandes lignes de l'économie régénérative. Et par la suite, pour la rendre pragmatique et utile pour le milieu, nous avons proposé à l'équipe du développement économique de Sherbrooke d'aller avec 3 familles d'axes pour lesquels il faudra à coller des actions dans les prochaines années. Il y a des axes à consolider qui proviennent des forces endogènes, c'est-à-dire les filières clés et les entreprises qui les composent. C'est très important. On le voit même que c'est un bon moyen de réagir vite. On l'a vu dans les derniers jours qu'il faut se retourner, aider nos entreprises. Alors, quand on travaille dans une dynamique de filière, c'est facile, on connaît, bien, c'est pas facile le travail à faire, mais comprenez-moi que, je veux dire, on connaît nos entreprises, on sait les interactions entre chacune. La capitale de rayonnement des institutions du savoir, c'est très important aussi. L'image territoriale liée à l'innovation. Les axes à développer proviennent surtout de nouveaux pouvoirs, sont inspirés de nouveaux pouvoirs municipaux. Alors, la politique propose un cadre d'intervention dans lequel la ville maintenant dispose de certains pouvoirs pour agir, être ce qu'on appelle un joueur plutôt qu'un arbitre. Dans le rôle traditionnel d'une ville, on est souvent en train d'arbitrer du voisinage, des projets, des hauteurs de haies. C'est réducteur, mais on jouait souvent le rôle d'arbitre et maintenant, on peut se présenter comme un joueur. Et des axes de réalisation immobilière, dans la mesure où c'est bien encadré et que ça demeure dans les pouvoirs des villes, ça peut être des outils de culture entrepreneuriale très intéressants. Et par la suite, il y aura les axes de soutien à la réussite, c'est-à-dire les leviers d'adhésion. Excusez-moi. Tout ça, c'était bien beau. On veut inspirer, on veut éduquer, on voudrait que nos entrepreneurs, nos promoteurs immobiliers et tout l'écosystème économique embarquent dans notre dynamique. Mais pour ce faire, je crois que la ville, ou nous croyons que la ville a une responsabilité de mettre en place des leviers. Si on veut que tout le monde adhère, il faudra donner des outils et des moyens à l'écosystème. Alors, il y aura il y aura des leviers mis en place pour nos entrepreneurs. Il y aura des leviers qui devront être mis en place pour tout le développement immobilier, les promoteurs, mais comme si on veut y arriver, il va falloir donner un coup de pouce. Et il y a aussi toute la famille de la communication, parce que comme vous savez bien, si on doit revenir sur des principes, le principe de l'économie régénérative, c'est novateur, mais en même temps, qui dit novateur, si on veut que les gens nous comprennent, il faut bien le communiquer. Il y a de l'éducation, il y a un volet éducationnel à faire là-dedans. Il faut rassurer les troupes, mais aussi, il faut montrer. On avait une discussion tantôt, Nathalie et moi, et puis des fois, quand on présente les choses, tout de suite, la réaction, c'est de voir que ça sera une couche de plus. Pour les entrepreneurs, une autre affaire. Là, je prends leur façon de dire, pas une autre affaire. Puis les promoteurs immobiliers, bien, je vais vous épargner, mais ils peuvent arriver avec des commentaires et on les comprend aussi. Mais si on se projette puis on se dit qu'une politique, c'est un outil d'orientation et de vision pour les 15 prochaines années, il n'y a pas tout qui va se faire demain matin. C'est une approche progressive. Et dans quelques années, moi, je pousse l'audace à dire que dans quelques années, les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers, quand ils vont se retourner vers la ville puis dire maintenant, il y a des nouvelles obligations, puis ça vient du gouvernement, puis ça vient des banques, puis ça vient des ESG, puis je ne sais pas par où prendre ça. Puis ben, la ville de Sherbrooke, elle va être déjà outillée. Elle va déjà avoir un chemin de fait. Je pense que le rôle de la politique, c'est sûr qu'une politique, ça brasse. Mais si ça brasse pas, c'est inutile. Fait que moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Julie, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, c'est la semaine dernière, en fait, là, à 7 heures du matin, j'ai discuté avec un promoteur, justement, puis on parlait de la politique, puis des outils, puis tout ça. Puis les 10 premières minutes ont été extrêmement difficiles parce que on était beaucoup dans ça va amener des contraintes, c'est un ajout supplémentaire, Puis plus on avançait, plus on discutait des outils, puis de la capacité qu'on voulait se donner, qui était
tout à fait en adéquation avec les besoins que les promoteurs vont avoir pour comprendre notre vision et les alignements qu'on va vouloir donner, plus il endossait, en tout cas, plus il se ramenait à dire que, ah oui, effectivement, là, je comprends un peu mieux. Puis, à la fin de la discussion, le promoteur me donnait un exemple d'un projet à Gatineau sur lequel ce promoteur-là, il travaille. C'est un projet concret qui s'inscrit en lien avec les outils qu'on est en train de mettre en place. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, je me suis surtout dit que ça prend, tu sais, quand on dit communication, c'est pas nécessairement un communiqué de presse ou un courriel. C'est d'aller s'asseoir avec les gens puis de construire avec eux réellement puis de se mettre dans le marché. Puis l'autre enjeu, c'est le marché avec un grand M. On entend pas mal parler de ce temps-ci, là, en lien notamment avec les hausses tarifaires potentielles. On peut bien vouloir mettre en place plein de choses, mais à un moment donné, si on ne prend pas en compte le marché dans lequel on inscrit les outils qu'on est en train de mettre en place, on va être complètement en clivage. Donc, c'est un des enjeux importants de cette politique-là, c'est de s'assurer d'avoir des moyens tangibles, réels, qui vont nous permettre d'avancer puis de mettre ça en place. Puis c'est une préoccupation du milieu des affaires, parce que si on met en place quelque chose qui n'est pas adapté puis qui ne permet pas de s'inscrire dans une logique du marché, bien, on va être, même si on veut changer les choses puis on veut innover, bien, on ne sera pas en adéquation avec les besoins terrain. Oui. Et si je peux renchérir, tu sais, ça va aussi en droite ligne avec le plan stratégique de la ville, où on passe, tu sais, où notre première valeur, c'est citoyen, où on veut vraiment être en mode solution, en accompagnement du citoyen. Et cette politique-là, c'est ça qu'elle veut aussi. Tu sais, vous avez parlé d'arbitrage, effectivement, c'est tu peux pas. C'est un peu ça le rôle qu'on avait avant. Et là, c'est vraiment de devenir, tu sais, c'est de créer des synergies, puis de devenir des partenaires, de réfléchir ensemble aux projets pour les arrimer, pour favoriser l'économie circulaire, pour tu sais, mutualiser les choses, etc. Et c'est là qu'on devient acteur, partenaire, bien plus. Donc, c'est un accompagnement, bien plus qu'on vous donne des autorisations ou on ne vous les donne pas, là. Puis juste pour terminer, ce que vous dites, Mme Lefebvre, c'est exactement ça. Tu sais, nous autres, au service du développement économique, puis notamment chez Entreprendre Sherbrooke, notre rôle n'est pas d'opérationnaliser la réglementation municipale. Notre rôle, c'est de recevoir les projets puis de trouver comment on le fait, comment on est capable d'accompagner nos promoteurs pour qu'ils s'inscrivent dans une vision que la ville met en place, puis les outils qui sont à notre disposition. Fait que c'est différent d'un promoteur qui fait une demande de permis puis qui reçoit un accusé de réception par courriel comme quoi qu'on a reçu sa demande, puis éventuellement, on lui dit oui, non, c'est possible. C'est là-dedans qu'il va falloir être très agile, là. Ça va être important de s'asseoir avec eux puis de trouver une façon de faire évoluer ces projets-là de façon réelle, là. Parce qu'effectivement, les premières actions, tu sais, il va y avoir des actions qui vont s'inscrire là-dedans, mais ça va être de vraiment réfléchir à comment on travaille ensemble entre les services et tout ça. Il va falloir qu'on s'arrime beaucoup mieux pour justement travailler ensemble dans cet esprit-là et pas séparément. Moi, je applique la réglementation, toi, tu t'aides, etc. Tu sais, il faut vraiment réfléchir ça autrement. Donc, on est vraiment dans un autre type de paradigme. Oui. Puis, ben, je voulais faire un peu du pouce là-dessus. C'est au niveau de la communication, la démarche qui va suivre la politique, ça sera le plan d'action et dans les propositions qui ont déjà été déposées, mais que ça sera un travail pour la Société de développement économique puisque ça sera le sien. Elle doit, tu sais, elle doit choisir ce qu'elle veut faire, mais il y a des propositions qui sont dans la pédagogie. Il n'y a pas juste la pédagogie envers les entreprises et les promoteurs immobiliers, nos services. À la ville, des fois, il faut aussi leur donner aussi les mots de vocabulaire parce que tantôt, on parlait aussi de zones de décompression, puis je racontais que quand les promoteurs se faisaient dire non dans une autre vie, quand je travaillais en développement économique au service aux entreprises, quand les promoteurs se faisaient dire non à leur financement ou à leur permis, ben, quand l'entrepreneur, il se fait dire non, il ne faut pas juste le laisser de même. Il faut le prendre puis l'amener dans une... Tu sais, physiquement, nous, c'était un bureau, mais il faut tout de suite encadrer ça puis dire qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant pour que ton projet passe la prochaine fois ou un peu gérer le message parce qu'après, s'il part en ville puis qu'il répand la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, on ne sait pas par où ça passe. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation, même dans nos services municipaux, pour que les refus ou des fois, c'est un refus, mais des fois, c'est juste de demander de bonifier ou d'arrimer puis de faire des actions. Il faut accompagner. Ça prendra des professionnels à toutes les étapes du cheminement Oui, puis le mot-clé, je pense, c'est vraiment ça, c'est accompagnement. Et puis, tu
sais, ça tombe bien en fait parce qu'en ce moment, on est en train, à la ville de Sherbrooke, de réviser notre plan d'urbanisme. Mm. Et donc, ben, c'est évidemment, tout ça, ça rime l'un dans l'autre. Donc, ça tombe vraiment bien qu'on fait ces exercices-là en Oui. parallèle parce qu'il va falloir à un moment donné que ça descende jusque dans la réglementation. Tu sais, on parle, ben, on va peut-être en parler un peu plus loin, mais dans la politique, on parle de biophilie, donc tu sais, de verdissement, d'améliorer les espaces qui sont industriels. On a un invité qui vient d'arriver, c'est François Leduc, directeur d'Entreprendre Sherbrooke. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le plan d'urbanisme, la réglementation, parce qu'actuellement, ben, la réglementation est pas faite pour favoriser cette biophilie-là. Donc, il va falloir changer des petits règlements pour qu'on n'oblige pas les gens à mettre des plantations là où il n'y a pas de lumière et pas d'eau et qu'on sait que ça va mourir. Donc, donc il va falloir aller jusque-là pour vraiment faire vivre cette politique-là. Mais c'est sur 15 ans. La vision est sur 15 ans, elle peut être plus grande que ça, moi aussi, mais ça va changer beaucoup d'ici 15 ans. Puis ce qui nous apparaît être des montagnes aujourd'hui, il faut juste se mettre en contexte qu'on va dans un événement puis qu'il n'y a rien pour récupérer les canettes. Là, je donne juste un exemple comme ça, comment on est mal à l'aise de mettre une canette dans une poubelle. Fait que, dans 15 ans, là, il y a des commentaires. Non, mais c'est vraiment banal comme exemple que je voulais vous donner, mais comment ça peut, après quelques années, quand on regarde ce qu'on faisait, comment que c'est. On se dit, ça n'a pas de bon sens qu'on faisait ça comme ça, mais là, on se donne les outils pour le faire. Et je vais faire du pouce sur. J'ai un peu passé des diapos de mon nouveau. Là, j'ai mis le nouveau PowerPoint d'aujourd'hui avec les changements. Parce que est-ce que ça vous satisfait le résumé de la politique? D'accord. Il y avait des commentaires, des questions? Non, on continue. J'ai un peu passé quelques slides pour nous amener au numéro 3 qui a été ajouté à la politique. C'est toutes les obligations de la ville en matière de développement durable, d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle dans le jargon les OGAT, là, les orientations en aménagement du territoire. Et je voulais juste faire le parallèle avec ça, avec l'exercice de communication. Les villes reçoivent ces orientations-là de paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, ou des fois c'est régional. En tout cas, ça arrive de partout. Et la ville, elle a la responsabilité d'être l'arbitre et de la mise en place de ces orientations-là. Fait qu'elle a un rôle un peu ingrat dans ça. Mais dans l'exercice de communication, il faut que les citoyens, comme les entrepreneurs, comme les promoteurs immobiliers, ils comprennent que les obligations que la ville impose dans les projets, des fois, ils viennent de d'autres paliers de gouvernance. Puis il faut bien l'expliquer pour éviter que la ville soit coupable de tout et responsable de tout. Il faut qu'elle comprenne la démarche de ça. Fait que je voulais juste faire un parallèle que c'est important d'aller expliquer parce que c'est un concept qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît puis qui est familier avec ça. Puis c'est assez sévère. C'est récent qu'on a des nouvelles OGAT aussi là, qui sont en application. Exactement. Puis des fois, ben, ça passe, puis on pense que c'est que nos services qui goûtent, mais il faut peut-être aussi communiquer à nos. Il ne faut pas toujours tirer sur le messager, c'est ça que vous voulez dire. Ça fait mal. Bon, fait que je reviens au début de notre présentation où on avait les changements qui ont été apportés entre la dernière commission, ben, pour nous, au mois de novembre et celle d'aujourd'hui. La présentation qu'on vous a partagée, c'était pour résumer les changements et les ajouts. Alors, à la section 1, dans la mise en contexte, oui, comme je t'avais dit, je n'ai pas mes commentaires. Je m'étais écrit des petites notes, puis là, je ne les vois plus, fait que je vais y aller un peu comme ça y va. En fait, tout ça partait de l'ajout dans la mise en contexte que la Ville souhaitait préserver ses acquis et aspirer à une croissance durable. On est venu renforcer le texte à cet égard-là. C'était que de l'ajout. À la section 2, dans la présentation de la démarche où on parlait de l'obligation d'une performance innovante et distinctive, nous avons ajouté, tout en adhérant à un développement industriel et technologique fondé sur des principes fondamentaux qui guident la transition écologique vers une économie respectueuse de l'environnement, socialement équitable et économiquement viable à long terme. J'ai surligné économiquement viable à long terme parce que ça ne peut pas être
plus pertinent qu'avec ce qui se passe actuellement. On parle beaucoup d'aménagement dans les politiques, mais il va falloir aussi que dans l'accompagnement des entreprises, qu'il y ait une façon très durable d'avoir un portefeuille de clients et tout ça. Fait que, on voit qu'il y a d'autres couches que des fois que l'aménagement. L'ajout de la section entière, là, je vous en ai parlé, la section 3, qui est les obligations de la ville, où on a parlé des OGAT, mais on a ajouté aussi la posture de Sherbrooke avec son plan nature, puisqu'elle avait été reconnue pour la qualité de son plan, mais on croyait qu'il y avait un lien quand même à faire pour renforcer la posture. En parlant de posture, au point 4, on a été un peu plus soutenu dans la posture que la ville devait prendre. Alors, Sherbrooke privilégie la prospérité à la croissance en mettant l'accent sur le bien-être global et durable de la communauté. Dans cette optique, la ville intègre les principes de l'économie régénérative dans sa planification industrielle et technologique, lesquels sont parfaitement alignés avec les grandes orientations de la planification stratégique. Vous en avez parlé précédemment de la planification stratégique de Sherbrooke. Alors, réaliser la transition écologique, développer des communautés dynamiques et prospères et renforcer la capacité d'action de la ville, c'est la posture qui regroupe l'ensemble des outils de planification de la ville stratégique. Après, on allait dans les axes de développement desquels j'ai parlé tantôt. Il y avait les axes à consolider, les axes à développer et les leviers d'adhésion. Dans les axes à consolider, on est revenu avec le savoir et l'innovation. Je ne relirai pas tout le paragraphe, mais c'était pour renforcer la posture de la ville en tant que leader dans ce domaine-là. Et j'irai à la dernière phrase qui disait « Le rôle de la ville est central dans la mise en place de structures, de ressources, de mécanismes permettant à ces parties prenantes d'être interconnectées et tirer profit de la dynamique. » Et j'aimerais bien faire un parallèle avec ce qui a été annoncé hier, où l'Université de Sherbrooke met en place une chaire de recherche en entrepreneuriat. Je trouve que c'est parfait pour développer la culture entrepreneuriale. Et en même temps, la ville, dans tout ce portrait-là, on sait que les institutions de savoir et le rôle des universités, ils sont dans des écosystèmes de recherche. Et je reviens avec le fait qu'il faut faire le lien avec nos entrepreneurs et nos élus. Et à cet égard-là, je crois que la ville doit se positionner comme un leader parce que cette chaire de recherche-là et tout le développement de cette culture entrepreneuriale-là, mais la ville peut être le porte-voix de tout ce qui se fait en développement de la culture. Alors, c'est bien d'adon qu'on ait mis ça dans la politique. Dans les axes à développer, l'ajout, c'est la politique adopte. Attendez juste un instant. Est-ce que c'est des questions d'éclaircissement? Oui. Oui. OK. Le point que vous venez de soulever, la ville de Sherbrooke s'est engagée, si je ne me trompe pas, M. Cadieux, pour l'entrepreneuriat avec l'Université de Sherbrooke. On s'est engagé pour, s'il vous plaît, préciser pour les prochaines années à raison de combien le montant, je ne me souviens pas, mais ça fait partie de ça, si je ne me trompe pas. Oui, exact. En fait, dans le fond, la Ville de Sherbrooke est engagée jusqu'à la fin de la présente année financière, donc 31 décembre 2025, dans l'entente qu'on appelle Innovation, Partenariat, Entrepreneuriat, dans l'ancienne grande campagne de l'Université de Sherbrooke de financement. Puis on est venu vous rencontrer à l'automne dernier, le mois de recteur, pour vous présenter la teneur là, l'état de situation un peu, là, puis des discussions qui vont avoir cours pour voir comment on pourrait renouveler cette entente-là. L'entente IPE, effectivement, c'est 350 000 par année que la Ville de Sherbrooke donne à l'Université de Sherbrooke. Et il y a un montant qui s'ajoute à ça qui est lié aux enlieux de taxes qu'on reçoit du gouvernement en compensation des investissements qui sont faits par l'Université de Sherbrooke sur notre territoire. Donc, c'est 50 des sommes là, qui sont renvoyées vers l'université. En tout, les chiffres finaux, là, on ne les a pas. C'est environ 5 millions là, qui auraient été donnés là, dans les 10 années de cette entente-là. Et ça permet d'activer l'Université de Sherbrooke en matière de développement entrepreneurial parce que vous savez, dans le fond, l'université, essentiellement, elle est financée pour la recherche, pour la formation et l'entrepreneuriat et tout ce qui est le développement économique, ben, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est financé par des ministères pour les universités. Donc, par cette cellule-là, ils ont réussi à aller chercher jusqu'à 21 millions au total au-delà de l'argent que la Ville a financé. Puis ça a créé le groupe partenariat d'affaires, mais aussi un paquet d'autres initiatives là, qui émergent de l'université.
plusieurs programmes. Merci des précisions. Est-ce que, parce que là, ce n'est pas une question de clarification, c'est une question de fond. Est-ce qu'on prend les interventions au fur et à mesure? Ça vous va? Oui, c'est ça, on va. Oui, effectivement. Donc, ça vous va si on fait ça au fur et à mesure? Allez-y, Madame Godbout. De la misère à commencer mes discussions. Je voulais peut-être là, refaire du pouce sur ce volet-là là, d'innovation, savoir innovation. Je vais faire un pont avec ma discussion ce matin au plan climat. On a eu des discussions sur le plan climat, puis pour moi, je trouve tellement que c'est quelque chose qui est distinctif de Sherbrooke, l'aspect savoir et innovation. Puis je ne sais pas comment on pourrait faire pour s'assurer qu'à l'intérieur des services, des demandes de financement, que ça percole ça davantage. Parce que dans le plan climat, moi, ce que je prônais ce matin, je disais, ben, tout le volet on parlait surtout là, de la diminution des gaz à effet de serre, mais le volet captation de gaz, on a une zone d'innovation, de sentir que dans notre plan climat, même si certains éléments comme la technologie, elle n'est pas recevable là, dans le cadre du programme, là, Madame la présidente de ce matin l'a bien expliqué, puis je l'ai bien compris. Mais, ça reste que dans notre vision de notre plan climat, il faut, je pense que ces éléments-là soient omniprésents. Là. Fait que, on parle là, ce matin, vous avez bien fait l'entrée en matière, mais c'est un bel exemple que cet élément-là spécifiquement, savoir innovation, devrait vraiment se retrouver là, dans quasiment toutes les politiques, miser sur ces atouts distinctifs-là. Fait que c'est pas de rien changer, mais je veux. C'est un partage avec tous les collègues et tous les services qui nous regardent d'essayer là, de vraiment là, être. Cette caractéristique-là. Oui. Il y a la planification stratégique. Là. Une des valeurs, c'est l'innovation. Fait que moi, je m'amuse à la répéter à chaque fois que je discute avec les autres services. Là. Puis je sais que Jean-François Morissette, il m'aide beaucoup là-dedans, mais c'est un élément, effectivement, qu'il faut qu'il percole par la planification stratégique, puis après ça, par tout ce qu'on fait à l'intérieur des politiques et tout ça. Là. Innovation. Puis je peux ramener quelque chose qu'on avait parlé lors de notre dernière visite. Est-ce que j'écoutais hier le bulletin de nouvelles où on parlait de Sherbrooke, une ville industrielle, et puis je le sais, je l'ai étudié, je l'ai analysé, votre tissu économique. Ma tête, elle le sait. Mais de l'extérieur de Sherbrooke, on voit toujours Sherbrooke comme une ville de savoir et d'innovation. Quand je pense que je vous en avais parlé la dernière fois, que de l'extérieur, fait que c'est le temps de surfer là-dessus puis de mettre ça surtout de l'avant. C'est bon? Est-ce que vous aviez une question, Madame la Présidente? Non, on peut continuer. OK, parfait. Alors, on était rendu les axes à développer et je vous avais dit qu'il y avait eu une phrase là, qui avait été ajoutée juste pour annoncer qu'il y avait 4 axes. Dans l'incubation et l'accélération, nous avons substitué du texte qui était peut-être moins pertinent pour aller mettre de l'emphase, une politique sans aller dans le détail, puisque c'est un outil plus d'orientation et de vision. On a décidé avec le groupe que c'était pertinent de mettre certains détails comme l'accélération, ça ne doit pas être trop contraignant parce que des fois, c'est normé par les institutions de savoir ou autres institutions. C'est contraignant, c'est très sévère dans la durée, dans l'argent et tout ça. Permettre aux startups de pouvoir bénéficier de services d'incubation et d'accélération et éviter d'avoir à forcer des entreprises à déménager lorsqu'ils sont peut-être pas dans la bonne phase pour le faire et aussi de mettre en lumière le fait que lorsqu'on demande à des gens de quitter un incubateur ou un accélérateur, des fois, c'est là qu'on met en danger le projet. Ça crée un fossé de liquidité, un déménagement. Fait que tout ça pour que ça soit au centre des décisions, du développement, de l'accélération et de l'incubation. Et encore une fois, on touche à l'accompagnement plutôt qu'à dire on applique une règle. Ouais. En fait, il n'y a pas une entreprise qui est pareille. Non, exactement.
Les axes de réalisation et les outils de développement. Les outils à développer, la maîtrise foncière. On avait juste changé le droit superficiaire pour un autre terme qui était peut-être plus digeste pour les lecteurs qui sont moins au service de la greffe ou des finances. Et on avait ajouté que la Ville adopte une nouvelle posture proactive en matière de développement économique et d'aménagement du territoire et ainsi multiplier peut-être ses réflexes d'affaires et ses approches partenariales. Fait que c'est sûr que si la Ville adhère à des moyens de développer au niveau immobilier ces espaces, elle doit prendre une posture d'entrepreneur. Avec la chaire de recherche, ça va être facile maintenant parce que toute la ville va être en culture entrepreneuriale. Oui, une culture, ça change. 15 ans, monsieur. Un peu à la 15 fois. ans, la politique. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça. Bon, c'était une blague parce que je trouvais que c'était sérieux un peu, là, j'ai dit. Une histoire de persévérance. Hein? Alors, toujours dans les axes de réalisation des outils de développement, la densification. C'est probablement le point qui avait soulevé le plus de questions lors de notre dernière visite avec ma collègue Caroline. On a repris des exemples qu'on vous avait donnés à ce moment-là, parce qu'encore là, sans aller dans le détail, il y a des éléments, des fois, que pour être bien compris, on doit mettre des exemples. Alors, comme rapprocher les bâtiments de la rue, le coefficient d'occupation ou d'emprise au sol, là, et l'identification des immeubles à revitaliser et les contraintes topographiques du territoire. Bien, ça, on est conscient aussi. Et les règles ne doivent pas être partout pareilles sur le territoire. Au niveau des axes de réalisation, la substitution, c'est qu'en fait, c'est avec l'équipe du service de développement économique, on a révisé les fonctions du service du développement économique et l'autre, après, c'est les fonctions et les rôles d'Entreprendre Sherbrooke. C'est tout, ce n'est que la façon de détailler le rôle et responsabilités de chacun. Et j'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase qui est tout en remplissant ses responsabilités, la SDE accompagnera la direction municipale dans la création de programmes financiers et de fonds d'investissement en lien avec les axes de la politique. Tout le monde a des compétences différentes. Fait qu'on croit que la SDE a un rôle très important à jouer pour accompagner la Ville dans les prochains leviers à mettre en place. Au niveau des communications, c'est une bonification. La Ville reconnaît qu'elle assume la responsabilité de communiquer sa vision à tous les auditoires concernés par la mise en œuvre de la politique. Alors, on revient à la case numéro 1 de cet après-midi où c'est très important de jouer le rôle de bon communicateur. Et la section 8, qui est une section 8 de mise en œuvre qui n'était pas présente dans le document que vous aviez reçu au mois de novembre, qui a été ajoutée, qui résume les points où il y a des puces. Oui. Oui. Allez-y, Madame. Précision, juste une question de précision pour le diapo d'avant. Je voyais quand même, puis juste pour essayer de préciser, parce que je voyais quand même une contradiction parce qu'on parle d'approche progressive, virage média. Peut-être juste de préciser qu'est-ce qu'on voulait dire par là. Ben, l'approche progressive, c'est que pour arriver à faire tout ça, ça va prendre du temps et des étapes. Mais la première étape, c'est maintenant. Il faut déjà adhérer au virage. Il faut faire le virage et dicter l'orientation ou adhérer à l'orientation. Et après ça, mettre en place de façon progressive. Peut-être que si on les inversait, ça serait peut-être plus clair. Ouais, donc, un virage immédiat ouais. et c'est une approche progressive. Peut-être qu'il y a une façon de le présenter. Maintenant que vous me le dites. Effectivement. Ouais. Puis, OK, c'était le fait d'avoir immédiat qui portait à confusion, c'est ça que non, c'est le fait qu'on parle approche progressive, puis après on dit virage immédiat. Ah, OK. Ouais. C'est dans le sens où... puis je Un comprends... virage immédiat pour une approche progressive. Nous, on avait dit que même avec le règlement qu'on a encore aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore
adapté C'est ça. à cette vision-là, on est déjà capable de faire un virage avec le règlement qu'on a maintenant. Puis après ça, ben, à la mesure d'évolution du plan d'urbanisme et de la foulée de changements de règlements qui vont découler, là, après ça, on va pouvoir progresser, là, mais Et c'est vrai qu'à l'automne, on en avait, tu sais, puis moi-même, j'avais des doutes là, de me dire, oh, mais dans 15 ans, je suis pas sûre qu'on va être rendu. Mais tu sais, on en a pas mal parlé, puis effectivement, tu sais, je pense que ça peut aller plus vite que ce qu'on croit parce qu'on a déjà quand même des choses en place, effectivement. Puis je pense qu'on a un écosystème entrepreneurial aussi qui pourrait embarquer plus facilement que ce qu'on croit. Donc, ça va puis être... j'aime vraiment ça, tu sais, l'idée du virage immédiat, parce que justement, tu sais, souvent, tout le monde va être d'accord quand on est encore au niveau théorique, tu sais, qu'on explique tout ça. Là, c'est facile, tu sais, c'est quand même assez rassembleur, là, tu sais, les idées, tout le monde est d'accord. Là où les bas blessent, c'est quand on va commencer à appliquer ça, tu sais, justement, à rendre ça concret. Mais là où on va voir, tu sais, il va y avoir plus les embûches et tout ça, puis le travail de communication va être essentiel, justement, communication, éducation et tout ça. Mais, mais je pense que même l'aspect ambitieux de la politique qui vient, il est très campé par les virages médias, je trouve. Puis je suis contente qu'il soit là, mais tu sais, en même temps, c'est ça, je voyais un peu une contradiction. Mais tout à fait d'accord si on met les virages avant. On peut en prendre note pour... Oui. On a encore Oui. cette possibilité-là. Oui. Madame Godbout, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un petit élément, parce qu'on parle de communication, là, puis quelque chose qui me fait un peu mal aux oreilles quand on parle là, de politique, mais après ça, de règlement. Pour moi, les règlements, là, ça me semble plus des barrières. Puis je pense qu'on veut être des facilitateurs. On devrait plus parler de programmes qu'on veut mettre en place, je pense, que de règlements, là, parce que Mais il y a comme quelque chose. je comprends, puis c'est sûr que les règlements, souvent, on s'enfarge là-dedans, là, donc c'est Énormément. et on aimerait Je suis pas certaine tellement que vous aviez plus de compris de quoi je parle. flexibilité. Moi, je parle de règlement d'urbanisme, là. Tu sais, on ne peut pas en échapper, mes amis. Quand on Non, parle mais c'est d'aménagement ça, du territoire, c'est ça. on ne peut pas en échapper. Moi, quand je parle de règlement, je parle tout simplement de règlement. L'urbanisme. Oui, c'est de ça que je parle. Mais c'est ça parce que de toute façon, C'est ça va pas de la pas seule. se faire. Depuis tantôt qu'on parle de règlement, là, aussi, là, quand même, c'est pas juste par rapport à ton intervention. Hein. Mais il va falloir que autres ça parlaient d'autres règlements. s'inscrive dans des règlements. Puis effectivement, tu sais, c'est toujours la recherche d'équilibre, puis c'est nommé un peu là-dedans, la recherche d'équilibre entre la flexibilité et quand même avoir, on n'a pas le choix, là, les villes sont très réglementées. Si je peux rajouter, c'est sûr que la politique, je reviens avec ça, c'est une orientation, une vision. La réglementation, c'est le moyen. C'est un des moyens. Un autre moyen qu'on pourrait nommer, c'est mettre en place des incitatifs. Et là, ça, c'est pas un élément qui est coercitif. Il peut avoir des critères, mais il n'est pas nécessairement. Fait que, tu sais, la réglementation, des fois, c'est le plus facile qu'on peut sortir dans une conversation parce que c'est le réflexe quand je disais au début qu'on peut être un joueur, mais la ville est habituée d'être dans un rôle d'arbitre. On ne peut pas défaire des années de réflexes réglementaires dans une. Mais oui, c'est un bon point, mais il va falloir utiliser d'autres mots aussi. Incitatif, levier, en tout cas, accompagnement. Tu l'as nommé accompagnement tantôt, qui est un moyen aussi. C'est un aspect, le règlement. Oui, exactement. Nathalie? J'ajouterais peut-être la réglementation, c'est pas toujours négatif dans le sens que là, il y a des règlements qui sont pas constructifs par rapport à vouloir densifier, par exemple. Donc, il faut venir ajuster la réglementation pour rendre possible certains objectifs de la politique. Par exemple, Mais, la mutualisation des stationnements, notamment, mettons qu'on décidait de le faire, mais ça ne respecterait pas la réglementation en vigueur actuellement dans le parc industriel régional. D'alléger certains paramètres pour permettre de réaliser ce qu'on est en train de faire. Fait que c'est très positif. Mais même en attendant, on peut faire un virage immédiat. mais je suis d'accord. Il y a Mme Gagnon qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était pour C'est enchérir bon, sur le point. je l'ai rebaissé Jean parce que aussi, finalement, Julie a dit ce que je voulais dire. Donc, Bon. tout a été Parfait. dit. Monsieur Jean avait demandé la parole, puis après, Monsieur Morissette. Merci, Madame la Présidente. Madame Salvaille, pouvez-vous mettre la présentation Oh, que vous venez de mettre, la première slide, comme vous dites? Ça trahit notre âge. C'est pas l'acétate.
L'acétate, ça aussi, c'est un autre dossier. C'est votre âge. Ça, c'est quand le professeur remplaçant venant en classe avec Je l'acétate. profite de ce petit changement de technique pour saluer apparemment Geneviève Laroche nous a rejoint. Je ne la vois pas à l'écran, mais elle nous écoute, elle me dit. La deuxième, s'il vous plaît. La deuxième. Et je voulais aussi saluer la Parfait, merci. présence au niveau de la mairie de Jean-Christophe, je ne sais plus le nom. Racette, voilà. C'est bon? On est sur la bonne diapo, là? Alors, oui, Oui, merci. parfait. Oui, tout est réglé, Madame la Présidente. Alors, j'aime le fait que vous ayez mis en bleu gras, économiquement viable à long terme. Un de mes meilleurs amis est un docteur en économie, et puis on se challenge tout le temps parce que je lui dis toujours que l'économie, c'est comme la météo. On peut la prévoir, mais le lendemain aussi, on peut en parler comme des gérants d'estrade. Est-ce que tu avais prévu ça? Non. Oui, non. À partir du moment où on a commencé à travailler sur la politique, on a vu, depuis l'élection de Trump, des changements drastiques. Alors, je suis pour tous les beaux principes là-dedans, mais il y a déjà des choses qui ont changé. Je suis allé lire le dépôt préliminaire, le PDIT version préliminaire. Et puis, à la page où il y a des indicateurs du baromètre industriel québécois, les exportations ont augmenté que de 4,4 en 2023 par rapport à des augmentations de 13 en 2022 et de 16,4 en 2021. C'est majeur. Bon, alors, quand on regarde tout ça et tout ce qui est en train de se transformer, la phrase importante pour moi sur cette slide-là, comme on dit si bien, c'est économiquement viable. Oui, on peut inciter, faire de la coercition, on peut encourager, mais ne demeure pas moins que la réalité, elle est là. Quand on parle qu'on fait une politique pour 15 ans, oui, mais il va falloir être capable de la moduler, cette politique-là, aux besoins. C'est ce que je pense sur quoi on doit s'entendre. Parce que les principes sont là. Et dans tous ces principes-là, on a visité une industrie pas plus tard que l'automne passé, pas loin d'ici, qui remplissait pas mal des cases qu'on voit ici, là. Ça aussi, ça fait partie peut-être de l'aspect de la tape sur l'épaule des industries qui sont déjà au rendez-vous de cette politique-là, de les souligner, de les mettre en exemple. Voilà, comme ambassadeur c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler aussi pour récompenser et servir d'exemple aux nouvelles entreprises, aux entreprises contemporaines ou déjà existantes. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement la valorisation, c'est un point important. Je voulais quand même dire que tout n'était pas négatif, hein, puisque dans cette même page que vous avez citée, il y a quand même des points de vue positifs après là, qui suivent. Oui, absolument. Absolument, mais on parle beaucoup d'exportation. Comment qu'on va pouvoir exporter ailleurs qu'aux États-Unis? Exact. Et là, quand on voit ces chiffres-là, ouais. Ça va faire, c'est des changements majeurs, là. Oui, puis il y a ça maintenant, parce que la pandémie a amené le réflexe de vouloir être plus autonome, faire du nearshoring et reshoring, pour être très technique dans mes termes et avoir l'air intelligent. Donc, de ramener les choses plus proches de nous dans les chaînes d'approvisionnement. Et finalement, avec ce qui arrive avec la tarification, on va peut-être avoir le réflexe inverse, puis se dire qu'on va peut-être produire de l'autre côté de la frontière pour éviter les tarifs. Donc, c'est tout. Les tarifs interprovinciaux, c'est un gros morceau qui représente environ 21 %.
si on pourrait dire ça, c'est un autre niveau de Parfait. gouvernement, mais quand même, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Mais effectivement, c'est d'être flexible aussi dans cette politique-là. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait Jean-François qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est En fait, encore pertinent. ouais, non, pas tant, parce que au moment où j'ai levé la main, il y a eu 2 interventions par la suite pour mentionner que la réglementation pouvait aussi, en étant adaptée, devenir un outil et non pas une contrainte. Voilà, c'est tout. Parfait. C'est bien. Ça vous rassure? M. Morissette a la même vision qu'on peut aussi alléger la réglementation. J'ai la même vision pour l'ensemble de la politique, je vous le confirme. Génial. Est-ce qu'on continue? On a fini? Tu n'avais pas la main levée? Non, c'est OK. J'aimerais juste apporter un complément d'information pour M. Geng, si vous permettez. Bon, je suis d'accord en partie avec ce que vous avez. Oui, c'est vrai que l'économie, c'est une prévision parce qu'il peut nous arriver je vous inviterai à la prudence. C'est que la politique, je ne suis pas sûre qu'il faudrait la moduler. Moi, je pense que c'est un principe qu'on a mis, c'est un outil qu'on se met pour garder le cap. Par contre, dans le plan d'action et dans les orientations des départements, dans les interventions, là, il faudra y aller avec les aléas, la crise de 2008, la pandémie. Là, notre voisin du Sud, tu sais, il arrive toujours dans les cycles économiques, mais d'essayer avec la politique, de toujours garder le cap parce que ce qui se passe, le chaos actuellement, je ne suis pas devin, mais c'est peut-être une zone de turbulence de 12 à 24 mois. Là. C'est peut-être pas une zone de turbulence de 15 ans. Il faut faire attention, là, à un moment donné. Le retour du balancier, il va peut-être se faire. Mais où il faut prendre ça au sérieux, je ne sais pas là, si vous êtes d'accord avec ce que j'avance, mais en tout cas, où il faut prendre ça au sérieux, c'est peut-être une opportunité de travailler avec les filières clés, c'est très important. Dans une autre vie, jadis, où je faisais de l'accompagnement aux entreprises, j'ai travaillé au sein d'une grande chaîne de valeur au Québec, où il y avait des entreprises, la métallurgie pour ne pas la nommer, et on avait un leader, une grosse entreprise qui avait mis en place un plan de développement durable. Et à cette époque-là, développement durable, on pensait juste que c'était ce qui sortait des cheminées. Dans son plan de développement durable, elle exigeait de tous ses fournisseurs et sous-traitants que cette entreprise-là ne représente pas la majorité. Ce donneur d'ordre-là ne devait pas être responsable pour 50 des comptes à recevoir de son sous-traitant. Parce que c'est une façon de faire du développement durable, de dire, il ne faut pas juste que tu dépendes de moi, parce que si moi, je me mets à moins bien aller, vous, les sous-traitants, vous allez... Et lui, il avait mis ça comme une politique de développement durable. Alors, tout le volet exportation qu'on voit actuellement, quand j'entends, oui, mais moi, mon entreprise, elle exporte 90 de sa production aux États-Unis. Bien, je pense que là, il y a comme un réveil à faire et accompagner les entreprises pour qu'ils aillent peut-être chercher 25 de leur fabrication qui soit dans des marchés autres. Je ne dis pas des marchés peut-être canadiens, peut-être québécois. Ça, c'est chacun les entreprises. Mais je veux juste dire qu'il y a des opportunités. On a peut-être une rencontre avec nos entrepreneurs à faire puis les aider de façon durable d'une autre façon dans l'éclatement des marchés. Bref. On s'éloigne un peu du sujet du jour, mais en même Non, mais temps, il est quand même fondamental. Ouais. Oui, mais effectivement, c'est dans nos actions qu'on peut s'adapter. Et effectivement, on le sait, là, dans le secteur entrepreneurial, ben, il faut savoir se virer sur un 10 cents assez rapidement. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres précisions? Est-ce que les changements vous convenaient? Oui. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Oui, Parce oui, qu'il oui. y avait Nathalie qui avait OK. qu'on avait un autre volet. Allez-y. On voulait ramener que dans tout le processus de la politique, on a fait des consultations au mois de mars dernier, près d'une somme de parties prenantes, où on est allé chercher, c'est une quête d'information, on est allé chercher les attentes, on est allé capter de l'information pour orienter nos travaux. Après ça, on a fait des
des exercices d'analyse où on est allé faire de l'étalonnage de ce qui se faisait ailleurs. On a pris les plans des OGAT, les tendances, on est allé voir les valeurs qu'on voulait véhiculer, tous les outils stratégiques pour arriver à une politique. À la suite de notre dernière présentation, il avait été soulevé, oui, mais la réception de tout ça parmi notre écosystème, qu'en sera-t-il? Alors, c'est certain que la politique, Louis Grenier et Nathalie Prince ont fait des entretiens pour un peu aller tester la température de l'eau. Bien entendu, les parties prenantes n'ont pas eu accès à l'intégralité de la politique puisqu'elle n'est pas adoptée, elle n'est pas diffusée, mais vous avez quand même testé certains sujets pour qu'on voit, sonder la réception, aller chercher les mots-clés, les réactions, puis tout ça, ça va nourrir le processus de communication, encore une fois. Fait que je céderai la parole à Nathalie pour qu'elle nous parle de son expérience. Stéphane Cabanin était avec vous aussi, dans le fond. Oui, il y avait Stéphane pour certaines entrevues, effectivement. Puis, on parle dans le fond, aller à la rencontre de certaines parties prenantes pour donner, dans le fond, c'était comme de l'information, qu'on leur donnait les principales orientations de la politique, justement pour commencer à avoir le dialogue puis avoir une certaine rétroaction. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas nécessairement une consultation dans le but qui nous donne leur adhésion. Parce que, comme Julie l'a mentionné, il n'y avait pas eu l'intégralité de la politique. Puis, tu sais, dans un cadre d'une politique, on peut difficilement aller chercher dans le sens un consensus. À un moment donné, il y a une posture, il y a une direction, et ça va être plus dans les moyens, dans le plan d'action, que là, les réactions qu'on est allé chercher, on va se nourrir de ça pour essayer d'ajuster notre plan d'action en conséquence de lever certaines barrières. Fait que ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas l'intégralité de tous les commentaires que j'ai reçus, ça va être un petit survol, mais on va prendre l'ensemble des commentaires pour la suite de la démarche. Donc, en réalité, quand on regarde l'orientation au niveau de requalifier plutôt que d'ouvrir de nouveaux parcs industriels, par exemple, sur cet enjeu-là, je pense que la plupart des parties prenantes reconnaissent là, le contexte changeant dans lequel on est, la rareté des ressources, des terrains, des talents, etc., la nécessité de suivre les OGAT, de préserver les milieux humides et tout ça. Fait que, bon, les gens reconnaissent qu'on est dans un contexte différent, sauf que dans la mise en place de l'orientation d'aller uniquement en requalification, il y a certaines craintes. C'est sûr que ça a été soulevé parce que, évidemment, quand on fait ce choix-là, il y a une crainte, par exemple, qu'on ne pourra pas servir aussi bien qu'avant certains profils d'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui requièrent une grande empreinte au sol, par exemple. C'est plus difficile de les mettre dans des zones en requalification que sur du greenfield. Donc, il y a certaines conséquences au choix qu'on va faire, malgré qu'il y a des moyens encore là pour contrer l'exode de ces entreprises-là. On peut travailler avec le régional, par exemple, nos voisins pour, s'il n'y a pas d'espace sur notre territoire, ben, quand même qui s'implantent dans la région. Et aussi, on a rappelé qu'il n'y a pas seulement que les terrains publics dans l'industriel, il y a aussi une offre dans le privé qui peut aussi accueillir ces projets-là. Mais quand même, je voulais soulever que c'était quand même une crainte parce qu'en requalification, il y a, dans le fond, il y a une partie du marché que ça ne conviendra pas. C'est quand même plus coûteux de requalifier. Donc, l'abordabilité, pour certaines entreprises, elle n'est pas là. Pour d'autres, ben, le facteur coût est moins important. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas capable de meubler les espaces, mais ça ne sera peut-être pas toujours le même profil d'entreprise. Non, c'est peut-être pas des réflexes non plus qui sont encore là parce que peut-être on manque d'exemples aussi. Peut-être que justement, on va pouvoir au fil du temps démontrer qu'il y a des moyens de requalifier qui sont pas si onéreux, mais qui peuvent aussi être des opportunités pour eux. En tout cas, ça fait partie de la démarche progressive. Exactement. C'est une première rencontre, puis ça a été vraiment intéressant, les rencontres, parce que au départ, quand on amène le sujet, c'est sûr qu'on
on sent un peu de résistance, mais à force d'échanger, comme M. Cadieux disait tout à l'heure, à force d'échanger, ben ça l'amène un angle différent au niveau de la pensée. Puis, mais il faut être à l'écoute, effectivement, de ce qui a été dit parce que ça ne se fera pas tout seul. Il y a certains facteurs de succès qu'il faut tenir compte pour que ça fonctionne, là, nos objectifs. Je voudrais juste quand même dire qu'on a mené ces rencontres-là lorsqu'on venait d'annoncer aussi qu'on gelait une partie du territoire. On était dans ces jours-là, là, à peu près autour. Là, donc, ça l'a quand même habité une partie des conversations. De réussite du dialogue. Ben, il nous attendait avec une brique point finale, on va se le dire à certains égards, parce qu'on venait d'annoncer ça. Il y avait eu des couches avant en termes de développement où ils sentaient qu'on leur mettait des bâtons dans les roues. Puis là, on arrive avec une réflexion sur la mutualisation d'espace et tout ça. Fait que je pense que le fait d'avoir des gens qui ont la confiance du milieu. Nathalie, notamment, elle connaît plusieurs de ces promoteurs-là, de ces entreprises-là depuis des années. Puis les visages ont quand même aidé à avoir une vraie discussion puis à approfondir. Pour arriver à un niveau, on était capable de se raisonner de part et d'autre. Parce qu'au départ, on n'était pas dans le raisonnement, on était plus dans l'émotion, dans les premières minutes, des fois, là, de ces échanges-là. Puis, on prétend pas que... Les textes vont nous forcer à être encore plus à l'écoute, à être encore plus disponible et les accompagner, là, ça, c'est sûr. Puis on ne prétend pas qu'en une rencontre, on peut réussir à avoir l'adhésion sur tous les sujets. Je pense que ça ne se peut pas. Puis de toute façon, il y a des craintes qui sont fondées, que oui, il va y avoir certaines entreprises que malheureusement, on va moins bien servir dans la posture qu'on prend. Puis ce qui est ressorti beaucoup aussi, c'est la mesure de l'impact de cette orientation-là. Elle est difficile à cerner. Justement, comme joueur, on va devoir se priver parce qu'on est plus restreint dans l'offre où l'offre commande certains profils d'entreprise. Donc, ça a été nommé, en fait. Puis, il y en a qui disaient, ben pourquoi pas avoir prôné plus une mixité, dans le sens que, oui, requalifier, mais quand même travailler sur de nouveaux espaces, parce que c'est long, développer de nouveaux espaces. Donc, pourquoi pas y travailler maintenant? Mais ils comprennent que la plupart comprennent que si on met les deux de front, qu'on continue à avoir beaucoup d'offres dans les terrains qui sont les greenfield, les terrains qui ne sont pas en requalification, mais les terrains qui sont pour une construction neuve, par exemple, c'est sûr qu'on va toujours aller vers la facilité, puis on n'attaquera pas les zones à requalifier. Donc, ça a été nommé. Il y a aussi, si on veut que ça réussisse au niveau des projets de requalification, densification, il va falloir se donner les outils. Donc, le facteur réglementaire, il est ressorti beaucoup parce qu'il y a beaucoup de règlements actuellement qui sont à l'encontre de cet objectif-là. Je vais donner l'exemple qui a été soulevé, les projets intégrateurs dans l'industriel, c'est pas possible à moins que ça soit une activité complémentaire et que ça soit le même propriétaire. Bon, est-ce qu'on pourrait innover puis permettre des projets intégrateurs? C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Aussi, ce qui a été nommé, c'est de développer de la requalification. Ça peut être beaucoup plus difficile parce que ça demande davantage d'étapes, mais il va falloir travailler à être plus agile et accompagner, effectivement. Ça a ressorti aussi d'accompagner les entreprises à passer à travers les étapes et avoir une vision un peu différente de leur projet. Ensuite, je dirais également, pour le volet amphithéose, dans le fond, c'est-à-dire qu'on a aussi parlé là, des mécanismes de maîtrise foncière et il y a une lecture différente là, quand on parle à un promoteur immobilier que lui, il achète des immeubles puis il les loue versus une entreprise opérante, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir une crainte avec ce type d'acquisition-là. Pas une acquisition, mais s'ils vont plus en amphithéose qu'en achat, au moment de la revente de leur entreprise, ils ne vendent pas juste un immeuble, ils vendent une entreprise avec l'immeuble. Donc, ils sont très soucieux si ça va amener des freins, dans le fond, au niveau au terme de l'amphithéose, finalement. Qu'est-ce qui va en être là, de l'impact sur leur entreprise en tant que telle. Oui. Donc, c'est des choses qu'il va falloir être à l'écoute. Au niveau de la qualification aussi des projets, parce qu'on a amené le fait que on va rester dans les filières clés vont demeurer, mais par contre, il y aurait
nécessité pour les projets qui requièrent soit des fonds publics, des incitatifs ou un terrain public, ben, il va y avoir une sélection plus grande parce que l'offre est plus restreinte. Donc, à ce niveau-là, les gens comprenaient, là, mais c'est ça. Ça serait de il y avait des commentaires à bien communiquer les critères qui vont nous amener à choisir parce que c'est important pour les entreprises qu'il y ait une prévisibilité et qu'ils sachent très tôt dans le processus s'ils vont pouvoir avoir accès à des incitatifs ou à un terrain, parce que le temps est beaucoup plus précieux. Ça, c'est revenu beaucoup aussi. Le temps est souvent plus précieux et la prévisibilité que les coûts en tant que tels. Fait que, donc... Et en même temps, les temps et les coûts, le temps et les coûts sont très liés aussi. Là. Plus on fait retarder quelque chose, plus ça peut... oui, parce que... les coûts augmentent, etc. Là, donc, c'est quand même lié. Quand on parle de critères, on parle notamment, on vous avait parlé d'emplois structurants, on avait parlé également de balance commerciale, on avait parlé de circuits courts, de valeurs foncières. Donc, d'avoir tous les dossiers transactionnels, c'est comme ça qu'on les présente maintenant avec ces indicateurs-là pour valider c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça donne. Puis, tu sais, on regarde notamment les indicateurs macroéconomiques, notamment au niveau du revenu des ménages, le revenu médian, puis on s'en tire, on est au bas de la liste là, quand on regarde l'ensemble des régions du Canada. C'est un enjeu auquel il va falloir s'attaquer à un moment donné parce que si on veut justement que tous les pieds carrés, les pouces carrés qu'on développe sur notre territoire soient le plus vecteur de création de richesse possible, il faut assurément être capable de mettre en place des indicateurs tangibles qui sont des aides à la décision. Par contre, c'est pas une science parfaite, puis il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération quand on est approché par un projet, notamment une entreprise qui est sur le territoire depuis 25 ans, qui veut accroître ses opérations, développer son projet, mais il faut être capable d'avoir une certaine agilité. Là, on ne peut pas tomber dans une rectitude. Il n'y a pas de grille de critères parfaite. Chacun des projets doivent être évalués individuellement, mais assurément maintenant, à chaque fois qu'on arrive dans une opération, on s'assure de mettre en place des indicateurs pour avoir la capacité d'évaluer la nature des projets. Parfait. Il y avait juste Mme Luz qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était... Oui, c'était pour poser une question, mais juste pour rebondir, juste pour voir si j'ai bien compris, finalement, parmi ces indicateurs-là que vous présentez justement je comprends qu'il est là, par exemple, le niveau de salaire, c'est pas encore rentré dans les indicateurs. C'est En fait, quelque chose on appelle ça emploi structurant. Vous allez voir, ça l'inclut plusieurs éléments, notamment la question salariale. Mais ça l'inclut aussi que le salaire, dans le fond, va s'inscrire dans une chaîne de valeur qui va permettre de générer d'autres emplois de qualité sur le territoire. On est venu définir, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la politique de développement des événements à portée économique, on est venu définir, dans le fond, ce que veut dire emploi structurant. C'est la même définition qu'on utilise à l'interne lorsqu'on fait cette évaluation-là. Super intéressant. C'était assuré de Vraiment. utiliser les mêmes vocables dans les deux. C'est parfait. Fait que comme ça, j'imagine aussi qu'éventuellement, les mesures incitatives vont aussi se baser sur ce critère-là. C'est comme ça qu'on va pouvoir bien choisir. Effectivement. On a déposé un dossier dernièrement que vous allez éventuellement voir cheminer, là, mais qu'on a pris ces 4 critères-là que je vous ai mentionnés. On est allé chercher d'autres sous-indicateurs aussi, des critères indicateurs, donc sous-indicateurs, parce que chaque projet, comme je le disais tout à l'heure, est différent, mais ça prend, quand on se fait approcher par une entreprise, c'est pas une obligation de vendre. Là. On est en affaires, nous aussi. Il faut s'assurer que l'entreprise soit intéressante pour Sherbrooke, soit un vecteur de création de richesse. Donc, comment on fait ça? Ben, on utilise certains indicateurs qui nous permettent, qui sont des outils d'aide à la décision. Mes oreilles, vraiment contente. Puis, mais c'est ça, la question que je vais poser, c'est que quand on a rencontré les entreprises, est-ce qu'on les a soumis ou présenté l'annexe B, étalonnage des modèles inspirants, quand même? Non, en fait, on est allé. Il faut dire que les entreprises, les partenaires sont quand même occupés. On s'était donné une fenêtre de 3/4 d'heure, 1 heure, tu sais. Puis, on a pris la stratégie d'y aller plus ad lib comme présentation, parce que si on avait fait une présentation pendant 3/4 d'heure puis 15 minutes de discussion, fait qu'on ils n'ont pas effectivement eu accès, dans le fond, à l'ensemble de la documentation avant les rencontres. Donc,
Pardon? Ils n'ont pas encore eu accès à rien. OK. On leur a Bon, donné, excusez-moi, juste pour préciser, là, parce que après avoir rencontré un des partenaires qui était un peu fâché de ne pas avoir accès notamment à l'ensemble de la documentation, on a le 21 novembre, quand on vous a rencontré, on l'a fait de Ouais. façon publique. Fait que dans le fond, on Ouais. leur a envoyé les documents à la présentation qu'on vous avait fait, puis le lien, là, on avait discuté de ça publiquement. Et puis on va re-rencontrer certains d'entre eux, un en Oui. particulier, qu'on se fait un petit atelier de travail de 2-3 heures là, pour se challenger, puis parce que c'est ça pour s'arrimer au marché. C'est juste que souvent, quand on est habitué à une façon de faire, ça prend des fois des modèles inspirants, tu sais, parce que les gens ont juste l'impression qu'il n'y a juste pas de sortie, tu sais, il n'y a pas de solution. Même nous, ici, autour de la table, tu sais, on entendait ça, on disait, ben là, comment qu'on va faire? Tout est déjà construit, il n'y a rien à faire, là, il faut continuer comme avant, tout ça. Ben, on a pu cheminer parce qu'on a eu beaucoup d'informations aussi. J'ai l'impression qu'eux, ils vont avoir besoin de ça aussi, là. Je sais pas quand, Ouais. je vous laisse la stratégie, mais quand j'ai vu ça, j'ai tout, bon, ça, c'est... je Mais trouve vous ça avez important. raison que, puis ça fait partie de la politique là, dans les actions qu'on a à prendre, c'est la communication. Puis tu sais, c'est pas en une rencontre qu'on pouvait donner tout ce transfert d'informations-là. Fait que, tu sais, il va falloir vraiment se doter d'outils pour vulgariser les concepts et tout ça. Puis continuer à avoir le dialogue. Moi, quand je terminais les rencontres, il faut continuer à avoir le dialogue parce que là, oui, il y a certains éléments qui ne feront pas l'unanimité, on en convient, mais comme je disais tantôt, dans les actions, par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. Puis il y avait des très bonnes idées là, qui étaient soulevées lors des rencontres. Fait qu'il faut continuer à travailler avec les gens. Puis, dans le fond, on souhaite que le travail se fasse avec les promoteurs et l'écosystème qui est déjà en place dans notre région. Tu sais, donc, on souhaite avoir l'adhésion pour dans le fond, que ce ne soit pas des promoteurs nécessairement de l'extérieur qui fassent aboutir, voyons, qui mettent en place la politique. Là. Donc, peut-être certains éléments que j'ai oublié de mentionner tantôt dans le volet requalification. On nous a mentionné aussi d'éviter peut-être le mur à mur. Tu sais, il y a des situations qui sont des fois particulières. On nous a rappelé aussi que la rareté de terrain est amplifiée à Sherbrooke parce que les terrains qui restent disponibles, ce n'est pas les plus faciles à développer. Donc, ça l'ajoute à la difficulté. Puis aussi que la réalité de Sherbrooke, dans le fond, rentabiliser un projet de requalification est moins facile que à Montréal, par exemple, ou à Québec, où la valeur des propriétés immobilières sont plus importantes encore qu'à Sherbrooke. C'est pas impossible, mais il y a quand même une différence, là. Donc, c'est des éléments, les principaux éléments qui ont ressorti, en fait, là. Mais c'était vraiment des rencontres inspirantes. Puis, on a senti quand même de l'ouverture. Mais je ne veux pas non plus mentionner ce qui n'est pas... C'est vraiment une rencontre d'information et d'échange et non pas une adhésion là, qu'on allait chercher. Mais ce qui est intéressant de l'exercice et ce qui ressort, c'est qu'il y a plusieurs idées qui étaient intéressantes. Oui, Et absolument. donc, que, tu sais, cet exercice-là de dialoguer avec les gens puis d'aller rechercher leur expertise aussi, parce qu'ils sont sur le terrain, là, à la limite, parfois, ils connaissent mieux que les règlements que nous, ils voient où ça Ah oui, tout à fait. Je pense que justement, quand on va être à l'étape de faire le plan d'action, ça va être intéressant de les impliquer. Absolument. Puis, tu sais, une chose qui a été nommée aussi, puis qui est importante, c'est que tu sais, le développement industriel, tu sais, on parle, c'est la politique de Sherbrooke. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas avoir une vision régionale non plus. Tu sais, il y a des sous-traitants, il y a des interactions qui se font avec des entreprises qui ne sont pas nécessairement sur notre territoire, mais qui sont autour et qui sont interdépendants. Il faut qu'on regarde à ça aussi, là, qu'on en tienne compte. Madame Luce, votre main est levée. Est-ce que c'est une vieille main? Ah, OK. Ben merci. Là, c'était une demande là, aussi de la commission de pouvoir avoir ce son de cloche-là des entreprises. Fait que moi, je suis contente que cet exercice-là a été fait. Là, je comprends dans la façon où vous l'avez fait, mais je ne suis pas surprise non plus de ce que j'entends parce qu'on porte ces mêmes préoccupations-là. Moi, c'est sûr que je suis encore... Tu sais, les modèles inspirants pour moi sont inspirants pour la zone d'innovation.
dans le contexte d'aménagement, d'une requalification, mais par exemple, dans le parc régional industriel, je ne vois pas du tout comment ça s'applique. Puis, tu sais, c'est les entreprises manufacturières. Puis, je trouve que ça serait important qu'on puisse avoir un portrait plus clair de quelle entreprise, justement, qu'on va moins bien servir. Je pense que tu l'as bien nommé, tu sais, Nathalie, je pense les entreprises technologiques, les entreprises du savoir, mais j'ai quand même une inquiétude pour les entreprises manufacturières. Tu sais, on est quand même une capitale régionale, puis de pouvoir recevoir encore des entreprises comme celle-là, ça me semble important. On le voit aussi que ça, tu sais, ça roule moins rond aussi, le développement résidentiel. Fait que tu sais, ça demeure que certaines villes, c'est leur pain et leur beurre, là, le secteur industriel. Fait que moi, je suis encore un peu peinée, tu sais, qu'on risque de se priver de ça pendant un bon bout de temps, là. Mais en fait, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai de la misère, là, à, tu sais, je comprends l'ambition, je l'ai dit, je répéterai pas tout ce que j'ai dit la dernière fois, mais j'ai ces préoccupations-là. J'aimerais ça qu'on puisse mieux voir. Vous aviez dit qu'on devrait avoir des cartes pour identifier des choses. Moi, j'ai hâte de. J'aurais de la misère à prouver quelque chose comme ça sans voir, sans être capable de. Parce qu'on parle d'impact, là. Tu sais, les impacts que ça va susciter, les décisions qu'on va prendre. Tu sais, c'est quand même important, là. Puis. Ben, il n'y aura pas de cartographie dans la politique. Là. En fait, vous allez voter. En fait, l'outil majeur, désolé, j'ai mangé la même chose que vous, peut-être. Non, mais ça. L'outil majeur, je pense, ça va être le plan d'urbanisme. C'est là, ça va être dans les détails du plan d'urbanisme, dans la cartographie, dans les choix que vous allez faire en termes d'affectation d'usage au sol. Là, ici, la politique, c'est des outils qu'on se donne dans un contexte d'une vision. Ça n'empêche pas de développer du greenfield. On n'est pas en train de dire là, qu'on n'en développera plus jamais. C'est pas ça qu'a dit la politique. La politique, ça dit qu'il va falloir faire des efforts de mutualisation, des efforts de brownfield, d'avoir des outils, notamment au niveau foncier, pour faire ça. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus... et c'est assez macro, là, dans le fond, c'est un niveau assez macro qui va nous permettre, nous, de bouger puis de s'assurer de se mettre à l'ère contemporain à l'égard des outils en matière de développement industriel. Ce qu'on fait là, moi, d'après moi, ça va faire des jaloux parce que les autres villes n'ont pas le choix d'aller là. Le frein du développement industriel, c'est pas quelque chose que Sherbrooke vit sur son territoire toute seule. Trois-Rivières vivent la même chose. Je vous l'avais déjà mentionné. Là, je comprends bien ça. Donc, fait que ça s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Je comprends bien ça, mais entre la vision puis l'application, il y a deux choses, tu sais. Assurément. Bon, mais c'est ça, là, tu sais, fait que ça reste que j'ai 1000 points d'interrogation encore par rapport à ça, là. Je dis pas qu'elle n'est pas bonne, c'est cette vision-là, c'est pas... puis je comprends le besoin, je comprends tout ça, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que je viens de vérifier, là, je pensais que dans les annexes, on avait... en tout cas, j'ai vu ça quelque part là, dans tout le processus de travail où on avait des exemples de ce qui s'est fait ailleurs. Oui, c'est l'annexe B. Est-ce que, tu sais, une des actions qu'on pourrait faire, c'est justement de se faire une espèce de répertoire avec des exemples plus concrets parce que ça pourrait justement inspirer, donner des idées, rendre ça plus matériellement accessible et inspirant, là. Pour faire le virage maintenant. Parce qu'effectivement, ça peut sembler, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est existant, tu sais? Ben, vous avez des exemples à Sorel-Tracy dans le document, là, dans l'annexe B. Donc, ça, je l'ai vu quelque part, je ne sais plus où. Mais... C'est dans les documents. Ah, mais c'est ça, oui. C'est l'annexe B. Les modèles inspirants. Oui. Mais je trouve que c'est mais c'est plus lié à la zone d'innovation. Il y a des modèles industriels. Il y a des modèles plus urbains, mais il y a des modèles industriels. Peut-être étayer, peut-être aller chercher des choses. L'exemple de Gatineau, là. Oui, exact. Ces choses-là, peut-être pour rendre ça plus concret. Je trouvais que c'est quand même... Oui, effectivement. Mais on peut peut-être se garder en tête qu'il faut peut-être le bonifier et pas attendre que ça arrive sur notre territoire pour inspirer. Là. Ah, on a l'arrivée de M. Stéphane Cabana. Bonjour. Directeur adjoint du service de développement économique. Là, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Il n'y en avait pas dans la salle, hein, je pense. Ben, il y avait Mme Luce, c'est à vous? Oui. Ben moi, je suis encore une fois très enthousiaste. Je trouve que là, on est arrivé après toutes les discussions qu'on a eues
à quelque chose de très intéressant. Je pense que ça répond à plusieurs de nos questions, nos questionnements qu'on avait avant. Fait que je pense que ce qu'on a là, en tout cas, moi je suis très contente, satisfaite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'était un peu, parce que je pense qu'on est un petit peu en retard dans l'échéancier, parce qu'on devrait déjà être un peu dans le plan d'action, je crois, en janvier, commencer, puis pour pouvoir approuver le plan d'action en mars 2025. Fait que je voulais un peu savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on prévoit, est-ce que ça va être un peu en retard ou non. Ça, c'est une question. Une autre question aussi que je me pose, j'ai l'impression, tu sais, on parle quand même d'une politique, c'est assez exhaustif tu sais, on voit plusieurs axes, puis j'ai l'impression que le plan d'action va aussi être à plusieurs niveaux. Là, je sais pas, tu sais, des fois on appelle ça, je sais pas, plan tactique ou planification, je sais pas, plan stratégique pour après découler d'autres sous-plans d'action. C'est long. J'ai l'impression, je sais pas comment vous allez faire, puis je veux pas, je vous fais entièrement confiance. Je voulais juste vous entendre là où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines étapes. Parce que c'est sûr que nous, les élus, on a hâte à voir les plans d'action. C'est ça qui va faire en sorte que la politique va vivre. Oui, on a une première itération du plan d'action, c'est de trouver le bon niveau. Là, on est dans cette discussion-là avec LGP. Mais évidemment, si la politique, c'est le premier pour nous, là, le premier jalon là, pour finaliser les travaux. Là, fait que vous allez voir ça là, très bientôt. Là. Il y a un dernier dans la mise en application. Essentiellement, ça va être aligné sur les outils qui sont proposés, puis un peu les échéanciers, puis comment on va les mettre en forme. Fait que je dis, on a déjà avancé sur plusieurs de ces chantiers-là, puis le plan d'action va suivre très bientôt. Là. Mais effectivement, on a eu beaucoup de modifications. Vous avez vu, là, le travail était quand même assez intense parce qu'à partir du 21 novembre, quand on vous a rencontré, on a fait beaucoup d'ajustements, beaucoup de rencontres d'ajustements. Puis là, les rencontres à partir de janvier, là, à rencontrer les partenaires, puis tout ça, puis refaire un tour de roue complet. Je pense qu'on avait sous-estimé là, la teneur de ce que ça représentait, mais c'était important de le faire. Puis ça nous a permis vraiment d'aller se challenger, puis on n'a pas fini de le faire non plus. Là. Parce que j'ai entendu, tu sais, entre autres, on a beaucoup parlé d'accompagnement. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui est effectivement. Puis j'imagine que ça va, tu sais, dans le plan d'action, ça va se refléter. Tu sais, dans plusieurs niveaux, on va pouvoir parler d'accompagnement. Quand on parle de virage tu sais, environnemental, c'est là où je voyais, tu sais, il y a un autre annexe là, qui parle du baromètre. Où justement, il disait finalement que les gens n'avaient pas, ils n'étaient pas assez outillés pour faire le virage, même si il y en a qui n'ont même pas de plan d'action, mais même ceux qui ont des plans d'action, ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas ce soutien-là. Puis c'est sûr qu'il y a une réflexion à avoir du rôle de la ville là-dedans. Est-ce que c'est à nous peut-être de mettre d'offrir, je sais pas si on a ces services-là, si on a déjà, je sais pas, des OBNL qui le font, mais je sais pas là, de les mettre en contact avec les entreprises. Peu importe, là, Mais vous voulez dire je quoi sais que je vais être exactement? trop loin dans le plan d'action, mais Vous voulez dire quoi exactement? Quand je parle d'accompagnement, dans le fond, parce qu'on a tu sais, au service du développement économique, on a une ressource qui s'occupe notamment là, de la localisation industrielle, qui travaille à temps plein sur la localisation, tant dans des espaces privés que publics. oui, Puis quand on accompagne les entreprises, on les accompagne pour de vrai. Là, tu sais, on leur dit pas, parfait. on a 3 locales de disponibles en fonction de vos besoins. On s'assoit avec eux, on voit c'est quoi leurs besoins, on voit s'il y a des partenaires qui peuvent venir s'asseoir à la table avec nous. Tu Puis sais, est-ce qu'on va jusqu'à... Parce qu'il y avait avant les programmes Synergie Estrie, puis là, je voyais ouais. les avantages et les désavantages du programme. Là. Fait que là, par exemple, quand on va parler de localisation, est-ce qu'on tient en tête justement l'économie circulaire qui peut s'établir quand on va... Je sais On fait pas, un tu sais. 370 dossiers. Nathalie pourrait vous en parler un peu plus, mais tu sais, on a la chance d'avoir 2 ressources en économie circulaire dans l'équipe à Nathalie. Puis on travaille avec les filières, on travaille avec les directions de filières, dans le fond. Fait que tu sais, c'est vraiment une équipe là, qui accompagne les partenaires. Puis en fonction des besoins, si c'est des besoins de financement, des besoins de localisation. Là, c'est sûr que nous, on a un apprentissage à faire aussi là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'aménagement du territoire dans ce qu'on vous propose. Puis ça, c'est moins le dada du monde en développement économique jusqu'à présent. Puis c'est un peu l'effort qu'on fait avec cette politique-là, c'est de se dire qu'on va se mêler un petit peu plus de l'aménagement du territoire parce qu'on ne peut pas juste localiser. Exact. Il faut les impliquer, l'aménagement du territoire. On est chanceux, on a M. Morissette
maintenant, là, qui est parti, mais qui est essentiellement, qui amène une dynamique beaucoup de développement, puis qui est vraiment dans une philosophie de développement du territoire et non seulement d'opérer le développement exact. Là. Non, effectivement. Mais tout ça pour dire que je vois, c'est pas mon rôle d'élu de vous donner des idées, mais c'est normal, on est des élus, on est concret, fait qu'on a, il y a plein d'idées qui m'ont popé dans la tête quand je lisais, de voir, le plan d'action, il va aller jusqu'où dans le concret? Est-ce qu'on va juste parler en général, comment à la ville on va pouvoir soutenir, ou on va aller vraiment dans le concret pour l'accompagnement? Quelles sont les mesures concrètes que la ville va pouvoir faire pour accompagner tout ça? Est-ce qu'on va arriver jusque-là? J'ai hâte à Et on voir. le fait déjà. Puis moi, On ce fait que j'ai déjà vu, par le justement, service développement économique, Nathalie, etc., mais aussi par Entreprendre Sherbrooke, qui est présente aussi pour effectivement. amener ces entreprises dans leurs différentes étapes de vie. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on peut être déjà très avancé dans le plan d'action, justement parce qu'au moment où on travaillait la politique, on parlait déjà d'action. En fait, des pistes de... On ne parlait pas d'action concrète, mais les pistes étaient déjà toutes là. Fait qu'en tout cas, on peut avoir l'espoir de voir quelque chose de préliminaire encore en mars ou... Oui, ben écoute, absolument, on peut faire ça sans problème. En fait, c'est juste de trouver le bon niveau, Madame Luce, parce que, tu sais, la crainte, c'est aussi de non plus, je pense pas que le rôle du conseil municipal ni de la commission, c'est d'aller jusque dans le micromanagement. T'as raison. Je pense qu'il faut rester vraiment dans un niveau très stratégique au niveau des mandats, des outils. Fait que c'est ça, on va trouver le bon niveau, là, mais on revient vous voir avec ça assurément. Puis après ça, on vous dira pas, on souhaite accompagner 132 entreprises l'an prochain. Je pense pas qu'on va aller jusqu'à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que nous, la business est ouverte. Là. On rencontre des entreprises tout le temps. Le numéro de télé, les gens, ils nous appellent. Fait que, puis on accompagne des entreprises, puis on adapte notre accompagnement en fonction des besoins de l'entrepreneur. Fait qu'on n'est pas dans un one size fit all, excusez-moi le terme en bon français, mais on est vraiment dans un service qui est adapté et personnalisé aux besoins. Puis c'est pour ça qu'on a précisé que oui, il y a des indicateurs puis il y a des outils qui nous permettent davantage de réfléchir aux projets qu'on est en train d'accueillir sur notre territoire. Mais certainement, il faut s'adapter. Chaque projet est différent. Parfait. Merci. Parfait. Je voudrais qu'on puisse entendre les autres élus qui sont présents puis qui sont intimement impliqués dans tout ça au niveau de l'environnement, de l'aménagement du territoire. Il y a Mme Gagnon aussi. Je ne sais pas si c'était un éclairage sur les choses qui ont été dites ou si... Oui, je peux peut-être y aller rapidement avant. En fait, je voulais peut-être essayer de... Pardon? Je donnerai la parole aux autres après. Après, OK, c'est bon, parfait. En fait, je voulais juste revenir peut-être sur le commentaire là, de Mme Godbout, essayer peut-être de se rassurer d'une certaine manière, puis par rapport au volet concret du plan d'action. Juste vous dire que on vous comprend, qu'il y a une soif de savoir, d'avoir plus d'infos sur le comment. Mais cet aspect-là fait partie intégrante du plan de communication. Donc, quand on parle de communiquer, de former l'ensemble des parties prenantes, vous êtes inclus là-dedans. Donc, je pense que ça sera un souci, c'est bien entendu, que vous ayez le vocabulaire, que vous ayez les exemples pour répondre, pour que vous soyez en mesure de répondre aux questions quand ils vous seront adressées. Alors, ça, je veux vous rassurer là-dessus. Puis Philippe a raison aussi. Le plan d'action, durant qu'on élaborait la politique, on a travaillé un plan d'action. Il nous reste quelques rencontres de travail, dans le fond, à faire avec l'équipe pour peaufiner tout ça. Mais il y a vraiment des actions stratégiques, des actions opérationnelles, des indicateurs. Donc, en fait, là, le gros est là. Et comme on disait tantôt, il reste des fois à ajuster le niveau, mais c'est quand même très avancé là, comme travail. Donc, je voulais simplement ajouter ça pour pouvoir essayer de vous rassurer un petit peu par rapport à ça. Merci. Parfait, merci. Alors, Madame Laroche, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je ne serai pas si longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les discussions. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais je tenais quand même à vous féliciter tous parce que je trouve
honnêtement, là, quand j'ai lu la politique, puis là, quand je regarde tous les ajouts, les bonifications qui ont été faites, je suis vraiment enthousiaste. Je trouve que c'est une bonne politique. Puis en travaillant le plan d'urbanisme, je trouve que ça rime très bien. Ça va être des outils qui vont aller de pair, qui vont bien travailler ensemble. Je pense que M. Morissette le disait tantôt, là, mais moi, je trouve qu'on est à la fois aligné sur les orientations gouvernementales, mais aussi sur ce qu'on fait en ce moment avec le plan d'urbanisme à Sherbrooke. Fait que pour moi, c'est très, très positif. Puis je comprends qu'il y a des craintes par rapport à autant au niveau des entrepreneurs, des entreprises, que même parmi nous, des fois, de se dire qu'on va faire les choses différemment, mais ça ne veut pas dire qu'on met de côté, comme le disait M. Cadieux tantôt, il peut y en avoir encore des nouveaux terrains, mais de mettre tout de suite les balises pour travailler différemment, bien, c'est là aussi qu'on va arriver à innover et à avoir un parc industriel qui est différent, qui est vraiment qui est soutenable aussi là, dans le temps, parce que le territoire, il est, même si on veut continuer à le développer, il est quand même restreint, il ne s'étend pas à l'infini. Fait que pour moi, là, c'est vraiment du beau travail. J'ai très hâte de passer aussi à l'étape plan d'action, de voir un peu concrètement, même si là-dessus, j'ai vraiment confiance en l'équipe de développement économique. Donc, voilà, c'est juste du positif pour le moment. J'ai pas, par rapport aux ajouts et tout ça, j'étais complètement en phase avec ce qui a été fait. Fait que beau travail. Merci beaucoup, Mme Laroche. Mme Belle-Rose. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je voulais d'abord vous féliciter. Je trouve que c'est vraiment une belle politique. Ça répond bien à nos besoins, nos préoccupations, notre réalité. Je voulais répondre un peu que, tu sais, entre la vision et l'application, ben, on parle beaucoup d'étapes de communication, d'éducation, de planification. Fait que je pense que nos entreprises auront besoin d'énormément d'accompagnement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout l'aspect économie circulaire. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant, tout le potentiel qu'il y a là à explorer. Puis, ce que je remarque, c'est que souvent, les plus belles, les idées les plus novatrices, y arrivent quand il n'y en a plus de solution dans nos méthodes, en fait. Quand on arrive à la fin là, du territoire bâti, quand on arrive que nos façons de faire, on ne peut plus continuer et poursuivre, c'est là qu'il y a les plus belles idées qui sortent. Puis des fois, j'aimerais ça que Sherbrooke se projette là-dedans justement pour faciliter la mutualisation, c'est ça, la recherche de partenariats, voir comment, parce que c'est ça, j'ai vu des exemples, mais c'est dans d'autres pays où il n'y a plus d'espace, où justement, on se dit, OK, il y a une perte d'économie là, il y a une perte d'espace, donc il faut se mettre ensemble pour créer de la richesse finalement, puis des opportunités. Fait que des fois, j'aimerais ça qu'on soit là pour qu'on pense tout de suite de cette façon-là, mais c'est pas comme ça vraiment qu'on travaille. Mais je trouve que cette politique-là, justement, elle nous amène un peu avec ces principes là de mutualisation d'économie circulaire. Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que c'est ça, après ça, on va y mettre tous les moyens pour atteindre nos objectifs. Puis, en tout cas, moi, je suis très, très positive par rapport à ce que j'ai lu comme politique. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, bravo encore. Alors, j'ai hâte de voir cheminer le tout au Conseil. Parfait. Puis, effectivement, on a parlé tantôt du plan climat. Il va falloir aussi qu'on travaille beaucoup ensemble à ce niveau-là parce que je pense qu'on a des gains à faire tout le monde ensemble à ce niveau-là. Parfait. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, c'est pour rebondir sur les commentaires de Mme Belle-Rose, puis sur les commentaires de M. Geng aussi. Parce que tantôt, M. Geng comparait un peu la météo à l'économie, puis c'est tout à fait vrai, effectivement, parce qu'entre les pronostics puis la réalité, des fois, il y a un écart, il y a un gap qui se crée pour différentes raisons. Puis il y a un élément qu'on sous-estime, c'est toute la question de la résilience. Puis on en parle beaucoup en équipe actuellement dans le contexte des hausses tarifaires. Quand on est acculé au pied du mur, puis quand on a à prendre des décisions, bon, il y a des décisions pragmatiques qui vont se prendre, des décisions d'affaires au niveau de nos entreprises. C'est le marché qui va s'autoréguler, puis ils ne nous demanderont pas l'autorisation. Ils n'appelleront pas la ville ou quiconque pour le faire. Par contre, il y a des éléments là-dedans qu'on ne peut même pas se douter en termes de résilience que ça peut créer comme opportunité d'innovation, puis de créativité, puis de chemin qu'on n'aurait même pas pensé prendre avant. Donc, c'est vrai que quand on est dans la facilité, quand on a beaucoup de territoires, beaucoup de terrain, qu'on a des programmes ou des leviers financiers qui nous aident, des fois, c'est facilitant, assurément, puis on va développer très rapidement. Par contre, dans un contexte un peu différent, avec moins d'offres, assurément, puis une demande qui existe
encore à certains égards, ben là, il faut s'ajuster. Puis les entrepreneurs, on peut être fascinés par la résilience qu'on peut voir émerger. Au niveau commercial, je l'ai vu souvent, des projets qui étaient infaisables, impossibles, puis des entrepreneurs trouvaient finalement une voie de passage, une façon de le faire. Une voie industrielle, c'est la même chose. Fait que c'est sûr que des fois, les barrières, ben, ça peut être des barrières à l'entrée, mais ces barrières-là existent. Je le répète, je suis fatigant, là, mais ils n'existent pas juste sur notre territoire, ils existent partout ailleurs. Donc là, c'est de s'assurer d'avancer dans la bonne direction pour être capable d'offrir des solutions et non juste parler des barrières qui sont existantes, là, d'être en mode plus opportunité. Ouais, c'est sûr qu'on peut compter sur les entrepreneurs pour être créatifs. Madame Prince avait quelque chose à ajouter. Bien, en fait, c'est parce que j'avais oublié 2 petits points que je pense que c'est important que je mentionne. En fait, il y a la notion de partage de risque parce que, évidemment, dans un contexte de requalification, c'est plus coûteux, comme je disais tantôt, etc. Donc, partage de risque dans le sens de peut-être être facilité, avoir des incitatifs, dans le fond, ça peut être un exemple là, de partage de risque dans le sens que sans nécessairement avoir des programmes comme auparavant où les incitatifs étaient offerts partout sur le territoire, ben, dans les contextes où c'est plus difficile de construire ou de requalifier, peut-être là revenir avec certains outils en ce sens-là. L'autre aspect aussi où la ville pourrait être facilitante, puis là, ben, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas notre champ de compétences, mais les orientations gouvernementales, justement, des fois, ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il y a certaines orientations, des fois, qui se fait au Québec, que dans d'autres pays, il y a d'autres pratiques, comme par exemple au niveau de la décontamination. Il y a certains pays, là, scandinaves, par exemple, qui vont avoir des méthodes alternatives au lieu de décontaminer quand c'est pour un usage industriel ou pour des routes, par exemple. Il ne décontaminera pas à 100%, mais pour une certaine profondeur avec des membranes, etc. En tout cas, il y a des méthodes différentes qui se passent ailleurs dans le monde qui, des fois, on pourrait s'inspirer pour jeter des barrières, dans le fond, pour rendre les projets plus réalistes là, ou plus rentables là, sur nos territoires. Puis évidemment, ce n'est pas au niveau de la ville que ça revient, mais on peut être un vecteur d'influence, tandis que les partenaires sur le terrain, l'écosystème, ils n'ont pas le même poids. Donc, il y a des attentes qu'on puisse être la voix, dans le fond, parfois sur certaines propositions qui pourraient être faites au gouvernement supérieur. Intéressant. Donc, c'est sûr que mes collègues à l'environnement, à l'aménagement du territoire, ben, on va travailler là-dessus. Parfait. Moi, j'avais quand même le goût, on n'a pas entendu M. Leduc d'Entreprendre Sherbrooke, parce que c'est quand même un partenaire essentiel juste à côté de la porte qui travaille main dans la main avec le service de développement économique. Donc, je voulais un peu avoir vos commentaires ou comment vous voyez ça. Ben, en fait, nous, on a participé avec le service pour l'élaboration donc de la politique. On a collaboré. Les membres de l'équipe d'Entreprendre Sherbrooke, ça fait plusieurs mois même qu'ils ont été interpellés l'été dernier. Même avant ça, il y a des membres qui avaient travaillé, collaboré, émis des commentaires. Donc, on est tout à fait à l'aise avec ce qui est émis dans la politique. Puis, pour faire un petit bout de chemin sur peut-être l'accompagnement, j'entendais parler beaucoup d'accompagnement. Je ne veux pas tomber dans le comment, mais sachez que nous, on a une équipe dédiée qui n'est pas encore tout à fait complète, mais quand même, en termes de postes, il y a plusieurs personnes. On a donc une équipe en développement industriel, on a une équipe au niveau qui est sur le terrain au niveau de la dynamisation, on a des gens au niveau de la formation, les ateliers, la prise en charge de toute la réalité entrepreneuriale et l'animation de cette communauté-là. Ce qui fait que si, évidemment, on a pas si, mais lorsqu'on a une politique qui est claire, qui est établie et qui nous permet, nous, d'ajuster notre accompagnement en fonction de la politique, bien, c'est plus simple parce qu'on sait ce qu'on a à faire et on sait presque comment le faire à ce moment-là. On va le designer le comment en fonction de la politique. Là. Donc, mais on est vraiment dans cet accompagnement-là. Puis je suis convaincu qu'on a tout ce qu'il faut sur Sherbrooke pour sortir de la boîte. C'est sûr que c'est pas simple. Tout le monde aimerait bâtir sur le fameux Greenfield et tout, là, mais c'est comme ça. Dans la vie, on évolue lorsque l'humain change, lorsqu'il est souvent obligé de le faire. Je ne dis pas que les entreprises ne changent
pas jamais, mais souvent, c'est ça. Puis on arrive à des moments importants. Puis nous, en tout cas, on est très motivés à l'interne pour ce type d'accompagnement-là, puis cette nouvelle vision-là, qui ne sera pas simple, mais qui va être très, très, très motivante. Parce qu'il y a plein de valeurs intéressantes, je trouve, qui vont être véhiculées par cette politique-là. D'ailleurs, cette épinglette n'est pas farfelue. Je la porte souvent pour rappeler l'importance de faire notre développement au niveau de façon durable, le plus possible. Juste parce que vous n'êtes pas à l'écran là en ce moment, donc j'explique oui, que l'épinglette, c'est les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, voilà. Et moi aussi, je la porte parce qu'elle est très importante. Merci. Je trouve qu'on est vraiment... effectivement, on est équipé. Puis, je pense, on a ce qu'il faut pour accompagner les gens. Puis, oui, ça va être stimulant, mais je pense qu'on va être fiers aussi. Comme certains projets domiciliaires qu'on a pu accompagner, qui sont faits, qui sont pensés autrement, on est fiers finalement de ce qu'on réussit. Donc, c'est plus il va y avoir d'exemples comme ça, plus ça va devenir facile et intéressant, puis que les gens vont vouloir prendre part à ça. Donc, Madame Godbout nous parle souvent de fierté. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser aussi, là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Moi, je voulais d'abord remercier tout le monde. Ça a été un gros travail. Il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de personnes consultées, plusieurs étapes. On a eu l'occasion de faire connaissance amplement. Là. Vous êtes venus quand même souvent. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis moi, je suis très fière de ce qu'on présente aujourd'hui. Alors, on a quand même une recommandation à faire. Alors, je vais lire la recommandation, puis vous allez me dire si je le veux. C'est ça. Exactement. Je célèbre un mariage samedi prochain et oui, je m'attends à ce que les gens disent oui, je le veux. Aujourd'hui, je n'ai pas tellement cette attente, mais que vous l'approuviez quand même. Donc, considérant que les secteurs industriels et technologiques sont névralgiques à la prospérité économique de Sherbrooke, considérant que les terrains industriels disponibles au développement se font de plus en plus rares et ce, partout à travers le Québec, considérant que l'accélération des changements climatiques impose des pratiques de développement durable beaucoup plus soutenues, considérant que l'adoption d'orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc les fameuses OGAT, exige que les villes prennent appui sur ces orientations dans leur planification, considérant que la présence de milieux humides et hydriques et l'importance de les préserver qui limite le développement de nouveaux sites industriels, considérant que la situation de pénurie de main-d'œuvre exige une stratégie de développement industriel et technologique adaptée pour ne pas nuire aux entreprises déjà en place. Considérant ces nombreux changements de paradigme, il est essentiel de revoir les modèles de développement des secteurs industriels et technologiques afin de concilier davantage la prospérité économique, l'environnement et les aspects sociaux et fiscaux. Donc, il est recommandé que soit adoptée la politique de développement industriel et technologique et que ces documents soient annexés à la présente résolution pour en faire une partie intégrante, que l'élaboration du plan d'action et la coordination de la mise en œuvre de la politique du développement industriel et technologique soient confiées au service de développement économique. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Je suis d'accord et je veux marier la politique de développement. Parfait. Les autres membres, ça vous va aussi? Parfait. Donc, les prochaines étapes, c'est que ça va monter vers les instances, puisque là, c'est une recommandation. Ah, on a un beau visuel sur le plafond de Oui, mais c'est bon, c'est rétabli. Donc, ça va monter vers les instances. Je pense que ça passe quand même par le comité exécutif, puis le conseil municipal. Est-ce qu'on a déjà des dates ou pas?
En fait, ça va être adopté, dans le fond, lors de la prochaine séance de la Commission de développement économique le 20 mars prochain. Vous allez adopter le PV, puis là, ça va cheminer vers les instances. Donc, fin mars, dans le fond, probablement que ça va transiter vers le comité exécutif, puis première séance d'avril. Puis c'est correct, honnêtement, que ça chemine de cette façon-là, parce que ça va nous laisser, dans le fond, solidifier le document final, parce qu'on vous a dit que le contenant, on était en train de l'améliorer, parce que c'est une politique qui est, somme toute, difficile à lire, qui est quand même, somme toute, complexe, fait qu'on veut faciliter là, vraiment l'information, l'intégration de l'information. Fait qu'on travaille là-dessus avec mon équipe. Là. Oui, d'ailleurs, je conseille aux gens qui veulent le lire de ne pas skipper le lexique de début. De le laisser proche. Oui, oui, effectivement. Mettez un petit post-it sur la page pour pouvoir aller s'y référer. Parfait. Donc, ben, ça met fin à notre version publique, notre atelier public. Et donc, on va passer à nos dossiers en huis clos. Donc, merci encore. Bravo pour tout ce travail. Bravo à tout le monde. Là. Puis, je pense que vous avez aussi quand même travaillé avec les autres services. Donc, c'est aussi, Madame Belle-Rose nous fait des applaudissements. C'est aussi intéressant, puis ça, je pense que c'est un réflexe qu'on voit de plus en plus quand on amène une politique, c'est d'aller vraiment travailler en transversal à travers tous les services parce que ça fait des impacts sur tout le monde, puis il ne faut pas qu'on ait d'angle mort. Donc, de plus en plus, il faut briser ces silos-là et travailler ensemble. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Alors, merci beaucoup. Et puis, on a hâte de mettre tout ça en œuvre. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Et si vous me permettez, je voudrais juste quand même souligner que l'équipe chez SGP, on est très fiers, puis on est très content de l'ouverture que l'équipe proche là, de la collaboration à l'élaboration de la politique a eue. C'était une expérience formidable qui se continue vers le plan d'action et merci aussi d'avoir nourri notre réflexion à différentes étapes. Ben, vous aussi, vous l'avez nourri beaucoup avec... vous avez bousculé nos façons de penser aussi, donc c'est parfait, c'est ça qu'on avait besoin. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, l'enregistrement.